S'il y a bien une femme qui pense, mange et vit le féminisme par le prisme de l'alimentation, c'est Nora Boisouni. Nora est journaliste, traductrice et autrice de l'indispensable essai Féminisme qui aborde tous les sujets à la croisée du genre et de la nourriture. Qu'elle écrive pour le fooding, qu'elle conçoive des vidéos humoristiques sur l'étiquette façon Nadine de Rothschild ou qu'elle enquête pour Mediapart sur les violences en cuisine, on y retrouve toujours le ton et la patte Nora. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours bien sûr, sur ses sources d'inspiration et sur les femmes qu'elle admire. Mais elle aborde aussi le sujet du prix très élevé de l'indépendance quand on est freelance, et bien sûr son combat contre le sexisme, les discriminations et les violences en cuisine, qui l'anime et la tient éveillée jour et nuit. C'est une interview riche, parfois grave, souvent drôle, sans concession que je vous propose cette semaine. Dans cet épisode, plus que jamais, pas de discours. On y entend la rage et la détermination de Nora. Pour que les masques tombent et qu'un jour les violences cessent. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Nora Boisouni dans Girls in Food. Bonjour Nora Boisouni. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je suis journaliste indépendante, autrice et traductrice. Et bon, voilà, j'ai plein de casquettes, j'écris un petit peu de tout format, je parle principalement de séries, je parle un petit peu de cinéma, de pop culture, mais je parle surtout de genre et de bouffe. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? J'ai grandi dans une famille assez, on va dire, classique, couple hétérosexuel, papa-maman, avec un schéma assez traditionnel. Ma mère est assistante maternelle, donc vraiment dans le travail du care. Elle travaillait à la maison, elle gardait les enfants, elle faisait à manger pour tout le monde, tout le temps. Et mon père était, parce qu'il est retraité, ouvrier du bâtiment, donc un travail physique, manuel, un truc de bonhomme. Il partait très tôt le matin, il revenait pas très tard le soir parce que justement il bossait très tôt. Et en fait, mon père n'a jamais fait la cuisine à la maison, à part les barbecues, donc voilà, classique. La cuisine exceptionnelle comme on dit. Et ma mère, en fait, elle était tout le temps en cuisine. Et je me souviens aussi que pendant quelques années, elle faisait à manger le midi pour ma sœur et moi et les enfants qu'elle garde, le soir pour ma sœur et moi, pour mon père et pour elle, et que une fois qu'on avait fini de manger, nous on s'affalait sur le canapé et ma mère retournait en cuisine pour faire la gamelle de mon père pour le midi. Ouais. Donc ma mère n'arrêtait jamais la cuisine, c'était sa pièce, son domaine, et d'ailleurs elle ne voulait surtout pas que mon père lui file un coup de main, parce que il allait jamais faire assez bien. Donc il y avait ce truc là de non mais tu m'aides pas, tu me ralentis, puis je dois repasser après toi, puis je vais devoir t'expliquer comment tout faire, donc on va perdre du temps et j'ai pas de temps à perdre. Donc un schéma assez classique. Après, au-delà de la cuisine, moi j'adorais voir ma mère cuisiner, c'est elle qui m'a appris plein de trucs. Ma mère faisait une cuisine, là elle a un peu changé, mais elle faisait une cuisine très très simple, vraiment rien d'élaboré. Ma mère est bretonne. Elle vient des terres, des Côtes-d'Armor, donc là-bas on mange quand même beaucoup patates, haricots verts et beaucoup de viande en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui quand on y retourne. Donc pas spécialement, moi je préfère les produits de la mer comme on dit, j'aime pas le mot produit d'ailleurs, les animaux de la mer. Mais donc c'était une bouffe très simple, puis il fallait que ce soit assez rapide parce que elle travaillait, voilà. Et au-delà de la cuisine, c'est plutôt le rapport à la bouffe qui était un peu spécial dans notre famille, parce que ma mère est assez forte, et il y avait des remarques sur son poids, et puis ma sœur a eu des problèmes aussi au niveau du comportement alimentaire, voilà, donc moi j'ai été un peu marquée par ça aussi. Et puis je crois que très très tôt, en fait, je lisais des magazines féminins, qui m'ont fait comprendre que la bouffe, en fait, quand t'es une femme, c'est un outil de contrôle de soi, qu'il faut c'est pas du toujours tout intuitif, c'est très compliqué, il faut y réfléchir beaucoup. Il faut réfléchir, il faut culpabiliser sans culpabiliser, et être gourmande sans être gourmande, mais faire attention, et enfin bref. Donc la cuisine, voilà, ma mère cuisinait beaucoup au beurre, quoi. Enfin, vraiment, alors là, pour le coup, elle mettait vachement de beurre dans la bouffe. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport un peu, pas compliqué, mais un peu culpabilisateur
récepteur à la bouffe. Après, moi, j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de trouble du comportement alimentaire, mais j'y pensais quand même pas mal quand je mangeais adolescente notamment. Ça explique pas mal de choses aussi sur ton travail actuel. Peut-être. Le rapport entre le genre, la bouffe... Ouais, après, c'est vrai que... Je sais pas trop. Ma sœur et moi, toutes les deux, on adore bouffer, on adore faire à manger. Ma sœur plus du sucré, moi plus du salé. Mais vu que ma famille était très traditionnelle, très hétéro-traditionnelle, voilà, maman est à la maison et fait à manger, et papa travaille à l'extérieur et fait pas à manger. Je sais pas si c'est ça qui m'a... Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui m'a donné envie de m'intéresser à ces problématiques-là. Mais c'est vrai qu'on était une famille qui parlait de bouffe assez souvent, quoi. Après, mon père, lui, n'est pas un gourmand et mange plutôt parce qu'il faut manger, quoi. Alors, il peut après... C'est un carburant un peu... Ouais, c'est ça. C'est pas non plus qu'il mange pour survivre ou pour, juste pour vivre, mais disons qu'il prend beaucoup moins de plaisir à manger que, par exemple, moi ou ma mère ou ma sœur, on peut prendre. Et la nourriture chez nous était quelque chose d'essentiellement domestique, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mes parents sont ouvriers tous les deux. Et donc on allait très peu au restaurant. On allait quand le resto c'était un truc hyper exceptionnel. Ouais. On allait soit manger une pizzeria dans la pizzeria j'ai grandi dans une petite ville de l'Oise de 2000 habitants et il y avait genre Pizza Roma ou un truc comme ça avec des fausses colonnes en stuc, des espèces de fausses fresques, enfin ultra kitsch, j'adore, avec des nappes en papier et tout. Et quand on est là-bas, c'était vraiment la fête, quoi. Ouais. C'est que, voilà, mes parents, c'était un luxe, en fait, de pouvoir s'offrir une pizza à l'extérieur. Ou bien on allait manger un couscous à l'extérieur. Mais voilà, c'était une fois tous les 36 du mois, quoi. Et donc, j'ai pas du tout connu la gastronomie, la bouffe sophistiquée avant mes 14-15 ans. Mais juste parce que quand j'avais 14 ans, je suis sortie avec mon premier copain sérieux qui habitait à Paris et dont les parents étaient très très riches. Donc j'ai découvert des mets très très fins et j'ai mangé des macarons de la durée pour la première fois et des croissants la durée et je me suis dit ah ouais d'accord, il y a des croissants à 5 € dans la vie, ça enfin, peu ou prou. Et j'ai découvert des super bons restos à cette époque-là. Et pour revenir à la cuisine familiale... Donc tu nous disais que ta maman cuisinait des plats plutôt simples au quotidien. Est-ce que y avait un plat du dimanche particulier chez vous ? Il y avait un plat du dimanche particulier qui était le poulet rôti avec des frites et une sauce moutarde dont j'ai parlé dans Le Monde. Parce que Camille Labro m'avait interviewée et c'est la recette que je donne, la sauce moutarde échalote de ma mère, qui est la meilleure sauce du monde en fait, que je peux manger à la petite cuillère. Et donc voilà, donc il y avait ce truc-là, il y avait ce plat. Quand les beaux jours arrivent, ce plat est remplacé par, donc les frites restent, la sauce moutarde évidemment reste, mais le barbecue débarque, donc mon père travaille enfin au fourneau. Donc il y a des brochettes, des merguez, des chipots et de l'andouillette. Ma mère est bretonne, mon père est kabyle, mais il est venu en France à l'âge de 5 ans. Il a rencontré ma mère en Bretagne, donc il est un peu breton d'adoption, on va dire. Donc l'andouillette, il adore ça. Et en fait, comme je l'explique d'ailleurs dans cet article du Monde à Camille Labro, le fait d'arrêter... Moi, j'ai arrêté de manger des mammifères à l'âge de 14 ans. Je suis née en 86, donc je suis un peu la génération vache folle, voilà. Ça m'a un peu traumatisée. Et en fait, ne plus manger de mammifères, déjà, ça a été un peu compliqué pour ma famille à vivre. Ouais, pour le quotidien. Parce que mes parents étaient très, très viandards. À la maison, c'était langue de bœuf, pied de cochon, cervelas, et même moi... petite, et rien que d'en parler, ça me dégoûte aujourd'hui, j'adorais le foie de génisse. Voilà, donc les enfants aiment pas les abats. Hein. Non. Et le foie de génisse, c'était un truc, je trouvais ça tendre, je trouvais ça délicieux aujourd'hui, mais rien que d'en parler, ça me soulève le cœur. Et après, j'ai écrit mon livre en 2017, et j'ai arrêté de manger de la volaille. Et là, ça a été compliqué parce que... ça se réduit de plus en plus, quoi. Ça se réduit, donc le dimanche, le poulet rôti, j'en mange pas, les brochettes, j'en mange pas. Et en fait, je me suis sentie un peu marginalisée parce que ma mère ne faisait pas d'alternative.
Donc je me retrouvais à moi manger de devoir... l'accompagnement, quoi. Bah ouais, ou moi devoir me cuisiner mon propre truc et que mon père ne me propose pas de me faire du poisson au barbecue ou des légumes ou autre chose, quoi. Mais donc ouais, le dimanche, il y a toujours eu ce plat-là, et parfois avec une tarte aux pommes, qui est une très très bonne tarte aux pommes de ma mère avec une sauce à la cannelle dessus. Et juste, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu as arrêté de manger des mammifères à l'âge de 14 ans. D'où est venue la prise de conscience Mais je crois que vraiment, la vache folle, ça a eu un effet... ça m'a vraiment choquée à la fois de savoir qu'on pouvait tomber malade et pas qu'un peu en mangeant des animaux. Donc je crois que c'est le premier scandale sanitaire agroalimentaire dont j'ai souvenir. Parce qu'on a beaucoup de scandales, genre sang contaminé, etc. Voilà, de ces années-là, en fait, on s'en souvient quand on a grandi dans les années 90. Oui, bien sûr. Mais Creutzfeldt Jacob, etc. Enfin, c'était quand même super violent, quoi. Bien sûr. C'était j'en suis très bien, pareil. Et puis c'était pas qu'en France. Enfin, on s'est rendu compte que c'est là qu'on s'est rendu compte que la bouffe mondialisée avait un réel impact sur la santé. Ouais. Et je me rappelle aussi avoir été choquée de voir des charniers d'animaux, puisque les éleveurs et les éleveuses devaient sacrifier les troupeaux entiers quand il y avait une bête malade. Et donc voir des gens, j'en ai des frissons, voir des gens en larmes perdre des bêtes et donc aussi perdre de l'argent, perdre leur gagne-pain, et devoir tuer des animaux et voir ces charniers d'animaux massacrés, et bah ça m'a bouleversée. Alors je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle j'ai arrêté de manger, parce que sinon j'aurais arrêté de manger que du bœuf, de la vache et tout, quoi. Mais je crois que c'est la première fois que je voyais des images d'abattoirs, par exemple, alors que mon oncle travaillait en abattoir dans les Côtes-d'Armor, quand même, hein, c'est le comble. Et je m'étais jamais rendu compte, en fait, de tout le processus d'abattage d'un animal pour qu'il arrive dans ton assiette, en fait. C'est marrant parce que ma mère étant toujours nourrice, je me souviens que quand j'étais petite, je sais plus quel âge j'avais, mais donc elle donnait à manger à une petite fille ou un petit garçon qu'elle gardait le midi, et il y avait du jambon. Et j'avais dit que c'était du cochon. Et en fait, ma mère m'a dit, mais ne lui dis pas. Et j'étais, pourquoi je lui dirais pas que c'est du cochon, c'est du cochon. Bah oui, sinon elle le mangera plus. Et en fait, cette dissonance cognitive que les adultes continuent d'avoir, que ce soit sur comment est traité l'animal qui mange, d'où vient-il, comment est-ce qu'il a été abattu, ce qu'on lui a donné à manger, d'où ça vient, les conséquences que ça a. On veut pas le savoir, on préfère vivre dans une espèce d'ignorance, de béatitude, de « Ah, c'est tellement bon que je veux pas savoir d'où ça vient, je me bouche les oreilles, quoi ». Et en fait, c'est ce qu'on inculque aux enfants aussi, et surtout aux enfants de milieux urbains, qu'il y a de plus en plus, hein, on est de plus en plus urbains, de moins en moins ruraux. Et moi, j'ai grandi à la campagne, mes grands-parents bretons avaient des bêtes, et étaient paysans. Donc moi, j'ai vu ma grand-mère tuer des lapins et les dépecer, j'ai vu les moutons, j'ai vu les vaches, donc je savais très bien que dans mon tête, c'était un animal, c'était pas un truc fabriqué en laboratoire, quoi, et qui pousse pas dans la terre non plus. Et il y a beaucoup d'enfants qui ignorent complètement que leur steak, c'est une vache, en fait. Et c'était drôle, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, on cachait beaucoup de choses aux gens, et que ça commence dès l'enfance à ne pas leur dire ce qu'ils mangent. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on se dit que ils font non, pourquoi je mangerais un animal si c'est mignon. Ce serait insupportable s'ils en avaient conscience. C'est ça, le petit lapin dans ton livre, il est dans ton assiette, le petit lapin que t'as vu à la ferme, ce soir tu vas le manger, en fait. Et ça, c'est terrible. C'est un choix terrible que de ne pas laisser le choix à un enfant, alors qu'on peut avoir des enfants végétariens, ils sont pas forcément carencés, on n'a pas besoin forcément de donner de la viande à un enfant pour qu'il grandisse correctement, quoi. Et toujours dans ton enfance, quand tu pensais à l'avenir, est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver ? Dans les métiers qui m'ont fait rêver, alors... Rêver, non, en fait, je me suis jamais dit... Tu vois, j'ai jamais eu de fantasme d'être astronaute, les métiers de pompière ou des trucs, je sauve des vies, je fais des trucs. Déjà, je savais que les maths, c'était pas mon truc, donc tout ce qui était scientifique, je me suis... À part, j'ai voulu être chirurgienne.
C'est le seul truc où je me suis dit, je veux sauver des vies, je veux être chirurgienne. Et quand ma mère m'a dit qu'il fallait que je fasse X années d'études, j'ai fait, ah ouais, non, en fait, je suis pas sûre. Mais j'étais gamine, j'étais petite. Ensuite, on a visité un tribunal quand j'étais en primaire, en primaire. Et je me suis dit que je serais avocate. Et ma mère, pareil, m'a dit, mais tu sais que parfois tu devras défendre des clients ou des clientes que tu sais coupables, en fait. Et j'ai dit, bon, bah d'accord, en fait, je veux pas. Et les premiers métiers, on va dire, réalistes, que j'ai voulu exercer, c'était prof d'anglais, parce que j'ai toujours adoré l'anglais. D'ailleurs, je suis traductrice aujourd'hui. Après, je me suis dit peut-être prof de lettres. Et en fait, je crois que j'ai pas du tout eu d'autres métiers qui m'ont... Ouais. En fait, t'es allée vers des métiers assez réalistes ou proches de ce que tu pouvais voir. J'ai toujours été une littéraire, j'ai toujours dévoré des bouquins depuis que je sais lire. Ma mère est une grande lectrice aussi. Elle m'a transmis ça. Et donc, quand moi j'ai une licence d'anglais, c'est tout. Et quand j'ai fait cette licence d'anglais, on pouvait choisir de faire un cursus traduction en dernière année. Et il y avait un numerus clausus. Donc il y avait un petit concours à passer et ils prenaient les gens très motivés déjà qui voulaient en faire leur métier. Et moi, à l'époque, c'était pas un métier que je voulais faire, traductrice. Et donc je me suis dit, je vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre juste pour essayer de faire un truc chouette, quoi. Bon, je suis devenue traductrice, mais non, en fait, je crois que j'ai jamais vraiment su... ce que je voulais faire. Aujourd'hui même, je sais pas trop bien encore ce que je veux faire. Je suis pas sûre que toute ma vie je ferai ce que je fais. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'ai plein de métiers, en fait. Mais tu vois. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi. J'adore écrire, j'adore lire. J'ai la chance de pouvoir faire les deux, de traduire, donc de faire ces deux métiers. Et j'aime... Et en fait, c'est nul à dire, mais... En fait, ce que j'aime, c'est réfléchir, quoi. Et j'écris, j'ai fait des podcasts, je fais des boulots alimentaires où j'écris des messages de sponsoring pour des podcasts, je fais des podcasts pour des marques, j'écris des articles, j'écris des livres, je traduis des bandes dessinées parce que je suis fan de bandes dessinées. Et j'écris des programmes vidéo, j'écris des web-séries, j'aimerais bien, l'année prochaine, faire de la fiction. Je crois que c'est parce que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire en vrai, j'ai juste envie d'écrire des choses qui me tiennent à cœur et d'essayer d'avoir un impact à ma petite échelle sur les gens et essayer de transformer des choses et de montrer que tout est politique en fait et que pour moi le credo sur la bouffe c'est que la bouffe est politique. Mais j'écris pas que sur la bouffe, et tous mes choix, en fait, j'essaie de faire des choix qui soient en accord avec mes valeurs à moi. Alors, c'est pas toujours facile, il faut bien bouffer, comme on dit, il faut bien payer son loyer, donc parfois on fait des compromis. Mais sur les métiers, j'essaie de réfléchir, mais je crois pas que... En fait, il y a plein de potes qui m'ont dit à une époque, mais toi qui adores faire à manger, pourquoi tu veux pas faire des études là-dedans ? J'étais là, connais-tu les milieux de la restauration ? J'ai pas les épaules pour une pression pareille, c'est hors de question. Déjà, j'ai un problème avec la hiérarchie, je suis indépendante depuis depuis 5 ans et demi, ouais. J'ai un problème avec la hiérarchie, donc déjà la cuisine c'est un truc tellement vertical et c'est le roi soleil que je tiendrai pas 24 heures en fait, donc c'est impossible et puis j'ai pas envie d'avoir cette pression, c'est très précaire aussi comme métier, tu dois faire beaucoup de compromis aussi, j'ai pas envie de... Et puis il faut de l'argent pour faire ce métier-là, si tu veux être ta propre chef, patronne. Compte, bien sûr. Donc j'ai un métier précaire aussi, mais j'ai pas tant de pression que ça, et puis je peux m'organiser comme j'ai envie, j'ai pas... Non, c'est d'autres contraintes, mais ce sont pas les contraintes de la restauration. Et puis j'ai été serveuse à une époque, et j'ai adoré ça, et je sais que je suis très bonne là-dedans, mais je veux pas travailler le soir ou la nuit parce que j'ai envie d'avoir une vie sociale avec des amis qui sont pas dans ce milieu-là, une vie amoureuse aussi, et c'est compliqué de conjuguer les deux quand tu n'es pas avec quelqu'un qui est pas dans le milieu de la restauration. Ouais, non, c'est sûr. Et juste, est-ce que tu as eu un job étudiant ? Enfin, c'était quoi ton premier job ? Mon premier job étudiant, c'était dans un office notarial qui est, je crois, qui était à l'époque un des plus grands offices notariaux de Paris, qui est dans le 8e arrondissement. En fait, c'est mon papa qui est donc électricien, enfin qui l'était parce qu'il est retraité, qui avait fait des travaux d'électricité avec la boîte où il était salarié dans un truc notarial, et moi je cherchais un job d'été, donc il avait demandé à des mecs, voilà, si vous cherchez quelqu'un pour cet été et tout, donc il m'avait prise. Et en fait, donc c'est un truc super classe, les meufs elles sont toutes en tailleur, talons hauts, super maquillées, coiffées, les mecs sont en costard, enfin c'est vraiment, et je sais plus, je pense qu'il devait être 6 notaires là-dedans, donc c'est vraiment gigantesque. Et au fond de la cour, il y a une espèce de
de petits bâtiments qui en fait sont les archives. Donc c'est pas du tout classe ni rien, c'est vraiment une espèce de dépôt. Et là-dedans, ils ont aménagé des bureaux pour les gens qui bossent là-bas, qui sont des gens qui sont en jean basket, ou pas forcément, mais bon, en tout cas qui sont pas sapés parce qu'ils reçoivent des clients, des machins, des trucs, quoi. Et qui sont là depuis longtemps. Et donc moi, je bossais là-bas. Et je m'occupais de me classer des trucs sur l'ordinateur, de rentrer des machins, et d'aller faire notariser des actes dans le bâtiment hyper beau principal. Et donc j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et donc j'allais avec mes actes sous le bras, et donc on me regardait comme une extraterrestre, on me regardait de haut d'ailleurs. D'ailleurs, je m'en suis rappelé quand tu m'avais dit que cette question-là reviendrait dans l'interview. Et je me suis rappelé et j'y ai pensé il n'y a pas longtemps aussi. C'est la première fois que j'ai ressenti du mépris de classe de la part de femmes. Parce que j'avais 15 ans, et il y avait des femmes qui n'avaient pas l'air hyper âgées non plus, c'était assez jeune, qui étaient donc super sapées, de dingue, maquillées, tirées à 4 épingles et tout, et qui me regardaient. Mais vraiment, ce regard, je l'ai trouvé dégueulasse, quoi. Enfin, condescendant, méprisant. Et il y avait un côté compétition. Et en fait, j'ai compris, parce qu'après, j'en ai parlé à des gens qui travaillaient dans ces archives. Les gens m'ont dit, tu sais, dans cet office, tout le monde se tire dans ces bureaux, tout le monde se tire dans les pattes pour avoir la promotion, pour être machin. Donc, ça m'étonne pas. Alors que je dis, mais j'ai 15 ans. Oui, c'est ça, t'étais pas une concurrente non plus. Mais non, je suis pas leur concurrente. Je viens bosser là l'été, pendant 1 mois ou 2, c'est tout, quoi. Et on me disait, ouais, mais tu sais, ces femmes-là, elles s'en prennent plein la gueule. Et c'est là que j'ai compris déjà aussi qu'être une femme dans un métier où il y a beaucoup d'hommes, ça allait être compliqué. Et on m'a dit, mais tu sais, elles s'en prennent plein la gueule, c'est des femmes, elles se prennent des remarques sexistes, voire plus. Et puis, c'est dur pour elles d'arriver en haut de l'échelle. Et donc, dès qu'il y a une meuf qui arrive, elles se disent, c'est une concurrente, elle sort d'où, c'est peut-être la fille de, c'est peut-être la nièce de, donc voilà. Et c'est vrai que tu vois, ce truc, ça m'a vraiment marqué. Et le même été, j'ai fait un autre taf étudiant, qui était un service où on devait reclasser les gens qui ont été licenciés, mais des gens qui sont assez âgés. Voilà, donc c'est horrible. Qui ont peu de chance de trouver du travail. Ouais. Donc, ils sont des gens qui avaient des métiers peu payés, des gens qui sont ouvriers, qui ont très peu de qualifications, qui ont fait le même job depuis qu'ils ont 14 ans, un peu comme mon père, tu vois. Et qui sont licenciés, et en fait tu les appelles et tu leur annonces que t'as pas trouvé de poste pour eux, et donc t'as des gens qui se mettent à pleurer au téléphone, et ça c'était d'une violence inouïe. Je me suis dit, ah ouais d'accord, donc en fait on est de la chair à canon en fait, et puis une fois qu'on a 50 ans passés, et que pour être reclassé, c'est la merde, quoi. Donc, wouh, super entrée, tu sais, super premier job. Job étudiant, non, parce que j'étais lycéenne, premier job de ma vie, c'était... Premier contact avec le monde du travail. Alors après, dans le truc notarial, ce qui était marrant, c'est que j'étais vachement appréciée par les notaires, donc j'arrivais dans des bureaux qui faisaient 150 mètres carrés, vraiment... tu sais, comme la couverture de la BD Quai d'Orsay, quoi. Tu vois, t'as un petit bureau gigantesque, t'as un mec, un mec avec un fauteuil sur un petit de truc en ébène et tout. Et ces mecs-là, en fait, moi, j'arrivais, je disais bonjour, alors qu'il fallait dire bonjour monsieur, bonjour je sais pas quoi, bonjour maître, enfin bref, moi j'avais pas les codes. J'arrivais, parfois je venais avec mes Converse, et j'amenais le truc, et en fait, ils étaient hyper cool avec moi, et... Enfin, c'était assez rigolo comme expérience, mais ouais, j'ai vu la violence du monde du travail quand t'es une femme, surtout... Mais j'ai donc été serveuse aussi, et ça c'était assez différent. Ah, ça tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus aussi, parce que ça fait quand même le lien avec aussi le milieu de la restauration, de la gastronomie, et sur justement la condition d'une femme au service, en salle, dans ce milieu-là. Juste avant, je voudrais revenir sur ton métier actuel, sur les différents sujets sur lesquels tu travailles, parce que tu nous l'as dit, tu as... Un champ d'action qui est assez varié et qui correspond en fait à tes centres d'intérêt, que ce soit la pop culture, les sujets de société de genre, la gastronomie. Est-ce que comment toi tu arrives à faire des liens entre les différents sujets ? Est-ce que ce sont des activités qui sont un peu toutes séparées côte à côte les unes les autres, ou alors est-ce qu'au contraire elles se nourrissent mutuellement ? Enfin, comment tu l'abordes ? En fait, moi, j'ai fait une licence d'anglais, et j'ai toujours lu beaucoup en anglais, notamment des essais en anglais, et surtout la presse anglo-américaine. Et je me suis rendu compte à travers cette presse anglo-américaine qu'on tissait des liens et on établissait des ponts très facilement entre plusieurs sujets.
et qu'on n'avait pas à traiter à part un sujet et un autre, etc. Et que surtout, on avait une intersectionnalité des sujets qui était assez naturelle, et l'histoire des médias anglo-américains est une histoire qui est aussi... où le travail des écrivains et écrivaines était pris. Il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui écrivent pour des médias, et en France, on a un peu... Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et il y avait surtout ce jeu, J-E, qui revenait, et je me disais, mais on peut écrire dans un journal. Alors moi, j'ai jamais voulu être journaliste, hein. C'est pas du tout une vocation, je suis vraiment tombée dedans par hasard. Mais quand je lisais ces articles-là avant d'être journaliste, je me disais, ah tiens, c'est marrant, c'est un peu comme un journal intime, ou comme à l'époque un blog. Moi, j'ai eu un blog pendant 10 ans. J'ai commencé à avoir un blog en 2003, je crois. Et au début de la vague, ouais. Okay. Et en fait, je lisais donc aussi des blogs américains, je lisais beaucoup, et je me suis dit, mais c'est intéressant, parce qu'on peut parler de séries et du coup de genre, on peut parler d'alimentation et de race, on peut parler de classe et de cinéma, et je trouvais ça intéressant, et j'avais pas l'impression de voir ça dans les critiques culturelles en France, et surtout de voir que la pop culture était prise au sérieux, était un objet d'étude sérieux, et faisait l'objet d'études à l'université. Tout ce qui est... Moi, je sais que je suis fan de Buffy, contre les vampires, il y a des buffistes qui disent aux États-Unis, waouh! Mais j'ai découvert qu'on pouvait avoir des studies sur plein d'objets culturels, et que le mot culture, en fait, il englobe plein de choses. Et donc aujourd'hui, quand je travaille quand j'écris sur les séries, alors par exemple pour 3 couleurs, je fais de la critique, de la critique pure, quoi. Donc c'est des recommandations de séries. Mais quand je vais écrire, mettons pour Slate, sur une série, moi je fais pas de la critique série, je vais parler d'une série d'un certain point de vue. Ouais, avec un prisme donné. Voilà. Par exemple, j'ai fait un article sur la sexualité des femmes de plus de 50 ans dans les séries. Voilà, qu'est-ce que ça dit de la société actuelle, c'est quoi encore les tabous là-dessus, enfin bref, plein de choses. Et c'est aussi pour ça que moi je suis pas critique gastro, ça m'intéresse pas de le faire, je suis pas bonne là-dedans, et c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de parler d'alimentation d'un point de vue sociétal, et de toute façon je pense qu'on peut parler de tout d'un point de vue sociétal, et c'est ce que la littérature au sens bouquin et au sens littérature média anglo-américaine m'ont appris, c'est qu'on pouvait parler de tout avec un point de vue qui soit culturel, politisé et sociétal. Et donc j'aime bien mélanger un peu tout. C'est pour ça que quand je dis que j'écris sur les séries, la bouffe et le genre, et je dis souvent on va voir les 3 en même temps, quoi. On peut faire un essai sur la bouffe, dans ce que la bouffe dit d'un personnage de série, dit de sa classe, de son genre, de ses rapports de domination, de pouvoir, etc., quoi. À quoi ressemble ton quotidien, très concrètement ? Alors, je suppose que, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent, mais comment tu planifies justement les différents projets sur lesquels tu travailles Je planifie rien. En fait, je suis ultra organisante. Je suis vraiment... je suis un peu les gens, comme on dit, les inbox zéro, donc je déteste avoir des mails non lus, ça me rend ouf. Mais ma boîte mail, il y a des labels, des couleurs, des trucs, j'ai des books, bref. J'adore faire ça. J'ai essayé de bosser avec des trucs de post-it, mais maintenant je préfère avoir des to-do list digitales, numériques, voilà. Mais je me suis mise à mon compte donc ça fait 10 ans que... C'est plus de 10 ans, parce que ça fait 13 ans que je travaille. Et je me suis mise à mon compte il y a 5 ans et demi, pour justement avoir une flexibilité et une souplesse, et me dire que je peux me lever un peu à l'heure que je veux, si j'ai rien à rendre à 9h du matin et que j'ai pas à me lever plus tôt, et que je peux bosser le soir ou la nuit si j'ai envie ou si j'ai besoin, parce que j'aime bien bosser le soir ou la nuit. Je suis plus efficace la nuit, d'ailleurs. Mais je suis d'attaque dès que je me réveille. En fait, je bois pas de café, donc je suis pas accro. Je suis pas accro au café. Donc dès que je me lève, je peux mettre sur mon ordi direct et me mettre à bosser ou faire une interview vraiment en venant de me réveiller, quoi. Non, j'ai pas de journée type du tout. Alors depuis 1 an, j'ai un job alimentaire tous les après-midi. Mais non, j'ai pas d'organisation. En fait, et c'est pas une bonne chose, hein. J'ai du mal à compartimenter. En fait, il y a plein de gens qui te disent pour être efficace et pas avoir le cerveau qui fait des nœuds tout le temps et se dire qu'on n'y arrivera pas, il faut se dire, ok, le matin, je passe 2 heures à faire telle tâche, ensuite je passe 1 heure à faire telle autre et tout. Le problème, c'est que je bosse sans arrêt sur 25 trucs à la fois, donc même si j'ai 25 boîtes dans ma tête,
C'est beaucoup trop, 25 ou 5, hein. Enfin j'exagère, je caricature, mais parce qu'en fait, je reçois des mails en permanence, donc déjà, la plus grande partie de mon temps, c'est répondre à des fucking mails, et j'ai l'impression que c'est mon métier, répondre à des mails, tu vois. Ouais, et je fais passer un message aux gens qui, quand ils t'envoient un mail et que tu réponds pas dans l'heure, parce que c'est pas urgent, ils t'appellent, ou ils te WhatsApp, ou ils te DM sur Twitter. Et j'ai envie de leur dire à ces gens, je travaille en fait. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis occupée. Voilà, bref. Mais je sais que je devrais cloisonner plus. Après, c'est compliqué parce que, justement, comme je disais, moi j'aime bien réfléchir. Et il y a des moments où tu réfléchis à un truc pour un autre projet, Y, parce que ton projet X, tu tombes sur un livre, un article, un truc qui en parle, et tu fais « Ah, mais attends, ce serait super pour le... » Et donc, tu t'éloignes du projet A sur lequel tu bosses pour juste, tu te dis juste, je vais passer 5 minutes à mettre dans mon Evernote le truc du projet B, et tu te retrouves 1 heure après à pas avoir avancé dans le projet A, et tu te dis « Mais c'est pas possible, en fait, je peux pas, quoi. » Une faille spatio-temporelle. Bah, c'est ça. Donc, c'est assez compliqué quand plein de sujets se croisent aussi. Mais je m'en sors, donc c'est chouette. Après, ça demande quand même... Enfin, c'est difficile, quoi. Mis à part le côté précaire, le fait de bosser sur plein de sujets et de projets en même temps, c'est un peu... physiquement et psychologiquement, c'est très très pénible, surtout. Il faut le dire, hein, c'est pas... je pense qu'il faut vraiment être honnête avec des gens qui voudraient se mettre en freelance... notamment dans les métiers comme ça, journaliste ou quoi, ou autrice ou auteur, c'est vrai, psychologiquement, c'est très difficile, quoi. C'est vraiment très dur. Ouais, je pense que c'est important, effectivement, de le dire, parce qu'une des questions que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce que vous avez un conseil à donner à des gens qui voudraient, en fait, suivre un peu votre chemin. Et effectivement, ce que tu dis est très juste, l'indépendance a un prix qui est assez élevé. Ah, et psychologiquement, c'est super, il faut vraiment être bien entouré. Il faut se dire parfois qu'il faut passer une journée sans rien faire. Vraiment. Mais parce que quand on a un métier, je dis le mot intellectuel sans me la raconter, hein, mais c'est un métier intellectuel. Quand on a un métier intellectuel, par exemple, si on n'a pas le temps de penser, c'est compliqué d'écrire, en fait. Bien sûr. Et là, je suis en train d'écrire mon 2e livre, et j'ai pas beaucoup de temps pour penser, et je vois bien que ça pose problème, en fait. Et que c'est dur de se dire je vais passer 2 heures à juste réfléchir. Et c'est pas que je suis en train de glander, c'est que je suis vraiment en train de réfléchir à des choses, quoi. Mais c'est aussi pour ça que souvent j'ai mes entre guillemets bonnes idées, donc celles que j'estime être assez importantes pour être notées et qui peuvent donner lieu à des réflexions plus tard, c'est quand je m'endors. Parce que c'est littéralement le seul moment où je fais rien. Et en plus moi je suis insomniaque, donc c'est problématique. Et là mon cerveau s'emballe mais c'est cool parce que je sais que j'ai eu des idées d'articles dans les trucs que j'ai préféré écrire qui sont arrivés à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, si j'ai un seul conseil à donner à quelqu'un qui est journaliste et qui nous écoute, ou étudiante ou étudiant, et qui veut se lancer en pige, c'est ne te lance pas en pige après ton diplôme. Surtout pas. Multiplie les stages, multiplie si tu peux le faire, si tu as les moyens financiers de vivre. Oui, de l'attendre. Voilà, multiplie les expériences en rédaction avant de te lancer là-dedans, parce que franchement, c'est un panier de crabes, c'est super dur. Il y a très peu de place, et en plus, tout le monde veut faire la même chose, quoi. Tout le monde veut faire des critiques culturelles, et tout le monde veut parler de genre, des minorités, tout le monde veut faire ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est de pop culture et tout, quoi. Mais après, juste pour revenir sur la pop culture... parce que ça j'ai oublié d'en parler, mais j'ai travaillé à Slate, avant d'être pigiste aussi, je travaillais à Slate. Parce que ça c'est aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu as travaillé pour des médias hyper différents les uns des autres, et dans des formats hyper différents les uns des autres. Donc, Et à slate.fr, donc, où j'ai commencé à bosser en traduction en freelance, juste avant que ce soit lancé, et quand ça a été lancé aussi, j'ai continué en traduction, c'est là où en fait ça... renforcer mon idée qu'en France, un journalisme à l'américaine était possible d'un point de vue pop culturel, qu'on pouvait prendre au sérieux des sujets qui n'ont pas l'air sérieux, qu'on pouvait disserter pendant 7 pages sur Britney Spears, ou sur Beyoncé, ou sur Friends, ou voilà. Et c'est vrai que c'était une expérience qui était intéressante, parce que moi je lisais déjà cette presse-là, mais le fait de voir qu'en France, il y a des gens qui avaient envie de c'est ça, qui avait une appétence et un intérêt. Ça a été quand même une révélation, surtout que c'est un des premiers pure players qui est arrivé en France, et qui est arrivé avec cette ligne éditoriale-là. Ces codes-là, ouais, absolument. J'aimerais bien qu'on parle, avant de revenir sur notamment ton livre, j'aimerais bien qu'on parle d'une actu
qui est, je trouve, hyper réussi et sympa. Donc c'est des pastilles vidéo qui s'appellent Fine Bouche. Et ça répond en fait de manière vraiment très, très marrante à des questions qu'on se pose tous sur l'alimentation. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet ? Parce que je trouve qu'il est assez représentatif de ton travail, y compris à l'écrit. J'aimerais bien savoir en fait comment toi tu conçois un projet de ce type-là. Eh ben, c'est une idée que j'ai eue en n'arrivant pas à dormir, tu vois, parce que j'avais le temps de réfléchir. Et j'avais vu sur... Alors, j'ai oublié sur quel site c'est. Je sais pas si c'est Bon Appétit, donc un site américain, qui avait une rubrique étiquette. Et où il y a une personne qui répondait... Alors, c'était quand même très, très, très ponctuel, hein, il y a très, très peu de contenu, mais qui répondait à des questions un peu comme ça de gens qui disaient « Est-ce que ça se fait de faire ceci ? Est-ce que ça se fait de faire cela ?» Et j'aime bien ces questions-là, et je trouve ça intéressant parce que ce que j'aime aussi dans le fait de pouvoir parler de la bouffe d'un point de vue autre que critique gastro, c'est de vulgariser des choses et c'est de désacraliser la nourriture, parce qu'on peut parler de nourriture sans aller dans des restos étoilés ou des restos qui coûtent cher, ou voilà, n'importe qui peut en parler. C'est ça qui m'intéresse, c'est que la nourriture, ça rassemble absolument tout le monde, puisque tout le monde mange. Voilà. Et tout le monde a déjà fait la cuisine au moins une fois dans sa vie, même si c'était contraint et forcé. Et je me suis dit que j'avais envie de... Moi, j'aime bien faire de la vidéo, je trouve ça rigolo. J'ai fait de la télé, j'ai bossé à Ciné Plus pendant 3 saisons, en chroniqueuse ciné. J'ai bossé avec la chaîne Les Fanatiques, qui s'appelle Close Up maintenant, en faisant des récaps de séries. On a fait un format qui s'appelle Badass, qui est une web-série sur les héroïnes cultes de cinéma et des séries. Et sur Fine Bouche, en fait, je m'étais dit, il y a des questions, ces questions-là que j'avais vues sur ce site, j'ai trouvé intéressantes, et j'aime bien ce côté explainer aussi, donc avoir des questions scientifiques. Par exemple, pourquoi le thé au micro-ondes c'est dégueulasse ? Parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Donc qu'est-ce qui fait que l'eau chauffée par un micro-ondes c'est pas bon ? Et des questions étiquettes. Voilà, est-ce que ça se fait quand on vient à une soirée avec une bouteille et que la bouteille elle est pas bue ? Est-ce que je peux la ramener chez moi ? Parce que quand même elle est bonne. Donc, et avec un ton décalé et rigolo, parce que j'ai pas du tout envie de me prendre au sérieux, c'est aussi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que la bouffe, pas besoin d'en parler en étant super sérieux, là, mon Dieu. Mais c'est pareil avec tous les sujets, comme le cinéma, moi je supporte pas les critiques ciné qui font des phrases de 8 lignes avec des mots de 5 syllabes et qui name drop des références que personne connaît. Et c'est pour ça que mon bouquin Féminisme... avec Nourriture Fu, les éditions de Nourriture Fu, on a voulu un livre accessible, pédago, et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir fait de la socio, ou d'avoir bac+5, ou d'avoir lu des trucs avant pour comprendre ce dont on parle. Et Fine Bouche, en fait, j'ai eu cette idée, c'était il y a déjà 2 ans, et j'ai essayé d'en parler au Fooding, mais donc à Tania Brunet-Rosso à l'époque. Puis en fait, après, elle est partie. Et je ne savais pas du tout à qui la proposer. En fait, il n'y avait aucun média à qui j'avais envie de proposer cette idée-là. Et puis, donc c'est un peu long, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais par des rencontres et tout, y a un producteur avec qui j'ai travaillé sur un truc, et puis qui m'a dit on lance Urbania en France. Donc Urbania, c'est un média québécois. Moi, j'ai vécu 1 an à Montréal, donc je connaissais Urbania. Mais en France, ça n'existait pas, et qui m'a dit on lance Urbania en France et on cherche des pastilles vidéo, des idées, des missions, et on veut que ce soit incarné, et voilà, tu passes bien à la caméra, puis t'as des trucs à dire, t'as déjà fait de la vidéo, et on cherche des trucs féministes. Et moi je lui dis mais j'ai pas du tout d'idée pour des pastilles vidéo féministes, y a rien qui me vient. En revanche, j'ai une idée sur la bouffe, et je lui ai parlé de Fine Bouche, enfin ça s'appelait pas comme ça, et il m'a dit mais c'est trop bien, vas-y on le fait. Et voilà, et on l'a fait, et c'est vraiment très rigolo. Enfin, on se marre énormément à le faire. Moi, je connaissais pas du tout l'équipe. C'est vraiment très chouette. Donc voilà la genèse très courte de Fine Bouche, parce qu'il n'y a pas eu... Moi, je voulais vraiment avoir un... Vraiment, pour moi, c'est un SAV de la bouffe. Ouais. Pédago, rigolo, et je voulais un ton décalé, et que ce soit pas un face-cam YouTube classique. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Je voulais un truc un peu vieillot, vraiment façon les petites annonces d'Elysée Moon, et façon un peu le SAV d'Omar et Fred. Ouais. Donc je voulais vraiment un papier peint un peu kitschouille, et avoir un petit côté Nadine de Rothschild, mais qui se prend pas au sérieux,
et avoir des accessoires qui parlent, des trucs faire des blagues pourries, faire des jeux de mots à la con. Vraiment, voilà, pour montrer qu'on peut parler de bouffe sans péter plus haut que son cul. On se doute que les projets ils sont aussi beaucoup liés à des rencontres, à des personnes avec qui tu échanges. Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans ta vie qui fait que il y a eu un avant et un après dans ta carrière? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une femme, c'est pas une rencontre, et c'est vraiment le truc le moins original du monde pour une féministe de dire ça, mais Virginie Despentes et King Kong Theory, voilà, gros classique, grosse baffe dans ta gueule, où tu dis genre, il y a vraiment un avant et un après la lecture de son essai. Mais il y a aussi des femmes que j'ai rencontrées plus récemment, qui m'ont donné un peu d'espoir sur ce milieu journalistico-culinaire. Je pense à Esther El Payani, Absolument. voilà, qui est une femme extraordinaire, formidable, qui est une autrice formidable, qui est un puits sans fond de culture culinaire, mais c'est hallucinant, qui est une grande gueule, et qui est une meuf qui n'a pas peur de dire les choses, de se mettre à dos des gens s'il faut, pour ne pas faire de compromis avec ses valeurs à elle. Et je la trouve vraiment géniale, et c'est une rencontre récente. Alors c'est pas que c'est décisif, mais elle est un tout petit peu plus âgée que moi, et donc elle en a vu d'autres, hein. Elle fait ce métier depuis longtemps, et le fait de la rencontrer, et en fait on s'est rencontrés, je sais même pas pourquoi on s'est pas rencontrés avant en fait, mais on s'est rencontrés pour un voyage presse, et donc on avait beaucoup d'heures d'avion, toutes les deux, et on a passé l'allée à côté l'une de l'autre, et on a parlé pendant des heures, à se dire plein de choses, à se balancer des noms sur les connards du milieu, sur des anecdotes. Et quand je parle de connards, je parle autant de chefs que de Red Chef, que d'autres journalistes, que d'auteurs, que d'autrices. Il y a des femmes qui sont des connasses aussi. Et je me suis dit, en fait, on peut avoir une longévité dans ce milieu, même en étant grande gueule, parce que moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, et qu'on me reproche toujours. Enfin, on reproche, non. Si, on me le reproche, et à la fois, on me dit, mais t'as pas peur que le fait de balancer, ça nuise à ta carrière, et tout. Je dis, en fait, la preuve que non, parce que sinon, je travaillerais pour personne. Et puis, s'il y a des gens qui veulent pas bosser avec moi parce que j'ai une grande gueule, tant pis pour eux, et pas tant pis pour moi, d'ailleurs, moi, je m'en fous. Et ça m'est, en tout cas, à ce que je sache, il y a eu que 2 fois où j'ai appris que j'avais pas été prise pour un truc parce qu'on me trouvait trop féministe. Ouais, bon, alors là, Et c'était pour écrire des critiques séries, hein, donc waouh. Donc bon, tant mieux en fait. Ouais. Et donc voilà, mais Esther El Payani, c'est une rencontre récente qui vraiment, moi, m'a fait beaucoup de bien. Et on s'est eu au téléphone il y a pas longtemps, et on a parlé de soutien, de se soutenir dans ce milieu, notamment entre femmes. Donc il y a ça, et l'autre, c'est pas une rencontre, mais c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, et qui devait venir en France, à Paris, en septembre, mais bon, Covid, voilà. C'est Dominique Crène, la chef bretonne, voilà, qui donc est à San Francisco, qui est étoilée plusieurs fois. Rêve partagé. Tu vois, Dominique Crène, j'adorais que tu l'interviewes, j'adorais l'interviewer aussi. Et elle, pareil, giga grande gueule, qui dénonce, qui n'a peur de rien, qui dénonce les jurys 100% mecs sur des jurys culinaires sur son compte Instagram, qui est genre la meuf la plus badass de la gastronomie aujourd'hui. Donc il y a ça. Après, dans les rencontres, j'aimerais pouvoir dire que c'est plutôt des femmes, mais en fait c'est plutôt des hommes qui ont été des rencontres décisives dans ma carrière et dans ma vie. Parce que quand j'ai commencé mes premiers boulots, je bossais avec beaucoup d'hommes, et c'est devenu des amis, c'est devenu des mentors et des amis. Et c'est eux qui m'ont donné, qui m'ont ouvert la voie au journalisme, et qui m'ont donné ma chance alors que j'avais juste une pauvre petite licence d'anglais, et qui m'ont fait bosser avec eux. Donc voilà, en réalité, sur ma carrière, c'est quand même beaucoup d'hommes qui m'ont aidé. Et mais c'est possible. Enfin, voilà, mais c'est bien, aussi, c'est bien les hommes, il y a des hommes bien. Non, mais voilà, c'est vrai que pour le coup, c'était un peu ça a un peu été mes grands frères, mes papas, mes mentors, mes patrons, et beaucoup sont devenus des amis très très proches aujourd'hui.
On va passer à la deuxième partie de l'interview consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Et là, j'ai vraiment hâte, j'ai anticipé cette discussion avec impatience. Je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, qui est, selon toi, est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact sur ton parcours professionnel ? Ça a eu un impact positif sur certains aspects, parce que quand je bossais pour la Blogothèque, qui existe toujours, qui était un site à la base de critique musique, mais qui avait aussi ce côté narration dans les critiques musicales, qui était un site créé par Christophe Abric, qui est toujours le boss de la Blogothèque. Donc on faisait des concerts à emporter, donc des concerts d'artistes qu'on faisait dans des endroits un peu improbables à Paris ou ailleurs, et on faisait des concerts en appartement qui s'appellent les soirées de poche. Donc moi je faisais de la production, de la traduction, j'écrivais aussi, je faisais plein de trucs. Et en fait, ce qui était chouette dans le binôme Christophe et moi, qui est plus âgé que moi, hein, on a 10 ans de différence pile, je crois qu'il est né en 76. Et ce qui était cool, c'est que lui me disait, et je l'ai pas du tout pris péjorativement parce qu'il me considérait pas que comme ça, et la preuve, il m'a fait confiance, enfin, il m'a donné carte blanche. Quand j'ai vécu à Montréal, il m'a dit, tu es la Blogothèque à Montréal, tu fais ce que tu veux, je te fais confiance. Donc il n'y a jamais eu de... Je me suis jamais sentie moindre parce que j'étais une femme. Lui me faisait confiance et me disait, parfois, quand il y avait des situations... quand il y avait des managers un peu relous, quand il y avait des musiciens un petit peu caractériels, quand il y avait des situations un petit peu épineuses et tout, il me disait, est-ce que toi, tu peux y aller? Parce que d'une part, moi, j'ai pas le même caractère que lui. Et il me disait, et puis en plus, t'es une fille, ça passera mieux. Bon, je le prenais pas forcément bien, mais il avait pas tort. Ouais. Et je le reconnais, et ça veut pas dire que les femmes sont plus douces que les hommes, ou je sais pas quoi. Tout, oui. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que moi, le fait d'avoir comme interlocutrice, moi et pas lui, il y a des situations où effectivement, on a pu démêler le problème. Après, c'est une question de caractère aussi. Oui, bien sûr. Donc c'était pas forcément que j'étais une meuf. Moi, ça m'a aidée dans certains cas, mais ça m'a desservi dans d'autres. Toujours à la Blogothèque, on me prenait pour une groupie, on me prenait pour la meuf du boss, la sœur du boss. On me demandait qui je venais niquer backstage. Ça m'est arrivé que des musiciens me disent « Ah, salut, t'es venu baiser qui, le batteur ou le guitariste ?» Et là, je leur disais « En fait, c'est moi qui produis le concert de demain, donc ça va sinon ?» Voilà. Donc ça jette un petit peu un froid. Voilà. Après, non, j'ai été harcelée sexuellement et moralement par un ancien rédacteur en chef. Donc voilà. Mais il a harcelé moralement un homme qui bossait aussi avec moi, donc il n'y a pas eu trop de différence. Mais sexuellement, il a harcelé une autre femme. Je pense pas que ça a eu un impact négatif sur ces points-là. Hein. On m'a regardé de haut, on m'a coupé la parole 150 000 fois. Ouais. On me prenait pas au sérieux parce que je suis une fille qui fait en plus 1m60, donc t'es plus petite que tous les hommes dans la pièce, et voilà. J'ai déjà eu des collègues qui répétaient l'idée que je venais d'avoir, mais plus fort que moi, et qui du coup récupéraient le truc. Mais globalement, j'ai quand même je suis passée par des rédactions ou par des boîtes assez bienveillantes. Et comme je disais, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont donné ma chance. Donc ces hommes-là m'ont donné ma chance et m'ont un peu protégée, alors pas toujours, hein. Je voudrais revenir sur un projet qui est en cours, ou en tout cas tu vas nous dire ce qu'il en est, qui est hyper important, sur lequel tu travailles, c'est le sexisme et les violences en cuisine. Tu as vraiment pris le sujet à bras le corps, et là tu as lancé il y a plusieurs mois de ça une grande enquête en lien, d'ailleurs avec le compte Je dis non chef. Et vous recensez en fait les témoignages de victimes, de témoins de violences, de harcèlement ou d'abus, des conditions de travail, sûr, vraiment tous les types de violences. Dans le milieu de la restauration, de la gastronomie. Déjà, comment tu as lancé ce projet? Pourquoi tu as lancé ce projet? Où est-ce que ça en est à l'heure actuelle? Quelles sont les suites qui vont être données au questionnaire? Parce que là, je crois que vous avez reçu plusieurs milliers de témoignages, ce qui est en soi, je pense que c'est même en termes d'information et de base de données, ça doit être la plus grande qui existe en France sur le sujet. Donc
Raconte-nous un petit peu où vous en êtes. Quand j'ai écrit mon livre, en 2017, j'en parle, donc c'est dans le premier chapitre. C'est pas un livre qui parle des violences en cuisine, c'est pas un chapitre qui parle uniquement de violences en cuisine professionnelle j'entends, mais je l'évoque sur plusieurs pages, parce qu'il y avait eu très très peu d'enquêtes sur le sujet, et moi j'ai bossé à France Info, le site, et une fois que j'étais partie, il y a Kosila Magdesh, donc un ancien collègue, qui avait publié une enquête sur des violences accusant Robuchon, puis sur des violences accusant Yannick Aleno, au pavillon Le Doyen. Rappelons que ces violences ont été reconnues par un conseil prud'homal en 2019. Dans les deux cas. Sur Robuchon, je ne sais plus. En tout cas, sur Aleno, le conseil prud'homal a reconnu les violences, au pavillon Le Doyen, voilà. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi des médias nationaux, des grands quotidiens, n'avaient jamais fait d'enquête sur ça. Je me suis demandé pourquoi des journalistes gastro, qui ont des carnets d'adresses longs comme l'annuaire, qui connaissent tout le monde et qui savent très bien qui sont les chefs violents, parce qu'on sait qui sont les chefs violents, en tout cas à Paris, pourquoi rien ne sort. Et pourquoi on continue d'aller bouffer chez des mecs qui abusent, qui violent, qui agressent. Ou qui insultent leurs collaborateurs et collaboratrices. Quand j'ai écrit dans mon livre, et c'est vraiment, voilà, c'est pas le chapitre, mais c'est un truc qui est revenu dans toutes les interviews que j'ai pu donner après, et depuis 3 ans, je suis invitée à la radio, à des tables rondes, à des conférences, je suis interviewée dans les médias pour parler de violence en cuisine. Alors que moi, je viens pas du milieu de la cuisine, et que je n'ai fait que, entre guillemets, qu'évoquer ces problèmes dans mon livre. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc il y a un sacré souci, en fait. Si on fait semblant de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un problème dans les cuisines alors que ça dure depuis toujours, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et en fait, moi, quand j'ai eu assez d'argent pour aller dans des bons restos, voire des très bons restos, je me suis liée d'amitié non pas avec les chefs, mais avec tous les gens qui font tourner un resto et qui font la bouffe et qui la servent. Donc les serveurs, serveuses, les barmaids, les barmen et tous les gens de la brigade. Et ces gens m'ont raconté plein de choses, et m'ont raconté qui, quoi, quand, où. Je me suis rendu compte que c'était partout, presque, qu'il y avait des violences en cuisine, que les plus grands chefs, les plus étoilés, les plus prestigieux peuvent être de sacrés connards, et que ça, personne n'en parle. Et je trouve ça insupportable, d'autant que, quand j'ai écrit mon bouquin, après j'ai rencontré des journalistes gastronomiques, journalistes culinaires que je connaissais pas avant, puisque j'écrivais pas spécialement sur la bouffe et tout, et qui, ces gens m'ont dit « Ah bah oui, bien sûr, machin, c'est bien connu. Ah bah oui, bien sûr, chez machin, si t'es une femme, laisse tomber, hein, tu tiens pas 2 jours, tu te prends des mains au cul en permanence, des remarques homophobes, le mec est raciste. » Et j'étais là « Mais attends, comment ça ?»« Ah bah tout le monde le sait, Nora !» Je dis, mais attends, comment ça, tout le monde... Attends, mais tout le monde le sait, pourquoi personne ne le dit? Et l'homme répondait, je dis, à quoi? Il est super connu. J'étais là, justement, il est super connu. C'est encore plus intéressant de publier un truc sur lui s'il est super connu, parce que ça intéresse pas les médias de publier un truc sur le patron d'une brasserie du fin fond de la Creuse, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux de pouvoir, et politique, et économique, et d'influence, et que la bouffe, c'est de la gastropolitique, et qu'il y a des chefs qui ont des établissements dans le monde entier, qui sont invités à l'Élysée, qui vont cuisiner pour la COP21, qui sont potes avec des chefs d'État, avec des politiques, qui viennent bouffer chez eux tout le temps, et que, surtout, il y a des conflits d'intérêts énormes entre les médias et des chefs, parce que des chefs aujourd'hui qui sont starifiés depuis les années 80, c'était pas le cas avant, c'est devenu un métier prestigieux, avant c'était pas du tout le cas, c'est les mauvais élèves qu'on envoyait faire des BEP et des CAP, et aujourd'hui, ces chefs-là ont une impunité. Comme il faudrait séparer l'homme de l'artiste, ce qui ne veut rien dire, il faudrait séparer le chef de l'assiette, l'homme, de l'assiette et l'homme du chef, donc, ah, mais attends, Nora, c'est un connard, mais qu'est-ce qu'il cuisine bien, quoi. Et là, je me dis, et alors, je vois pas pourquoi je devrais continuer à me masser sa vie de manger ce qu'il fait. Et là, j'ai débarqué, et je me suis rendu compte qu'il y avait une omerta, et on parle d'omerta par rapport aux victimes, qui ne parleraient pas, soi-disant, mais on parle pas de l'omerta des journalistes qui eux-mêmes et elles-mêmes savent très bien ce qui se passe. Et peuvent nommer. Et le fond
et le font en privé. Donc moi, je suis arrivée dans un milieu où on m'a tout de suite balancé plein de noms en me disant, bah lui c'est connu, lui c'est connu, lui c'est connu. Et pendant le confinement, le premier confinement, au mois de mars, les restos étaient fermés, donc quasiment toute la restauration en France était au chômage. Et je me suis dit, ok, là ça suffit en fait. Ces gens-là qui travaillent, qui signent des contrats de 35 heures et qui font 80 heures par semaine, déjà bah, c'est pas normal, hein, vu ils font des heures sup non payées. Bah là ils ont le temps de répondre à un questionnaire. Donc j'ai contacté Camille Moncarnel, qui a créé le compte Jeudi Non Chef, qui est une ancienne cuisinière, qui a fait Ferrandi, et on se connaissait pas du tout, et je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, mais vas-y, grave, on fait ce truc-là. Et puis après, quelques mois plus tard, j'ai reçu... une personne a lancé l'alerte concernant le chef Taku Sekine, m'a dit que des femmes voulaient parler, et donc l'a adressé à moi. Donc après j'ai enquêté là-dessus, il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est suicidé, donc l'enquête n'a pas été publiée par Mediapart parce que il n'y a pas de contradictoire, et on ne publie pas quelque chose à charge si la personne ne peut pas se défendre. Et je lâche pas l'affaire, je suis toujours en train d'enquêter sur les violences dans le milieu de la restauration. Moi je tiens absolument à ce que des noms sortent, parce que le travail qui a été fait par Libération ou Le Monde, il est très, très important. Mais je crois qu'il n'y aurait pas eu de MeToo si le nom de Weinstein n'était pas sorti, puisque c'est la même chose, c'est un producteur dont tout le monde connaissait les comportements, les abus, les agressions sexuelles et les viols, mais personne donnait son nom dans la presse. Et là, c'est pareil. Donc, pour moi, si on veut un MeToo de la restauration, il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Je crois qu'on se trompe quand on dit que MeToo libère la parole, parce que ça libère la parole, mais il y a des gens qui parlaient depuis toujours. La preuve, moi, on m'a donné des noms très rapidement, des gens de la restauration m'ont donné des noms. Simplement, il y a des médias qui n'ont pas voulu les publier, parce que ça les met dans la merde, parce qu'aujourd'hui, les chefs, les grands chefs ont des agents qui vont te dire clairement, si tu publies un truc sur mon client, t'as plus l'interview de bidule, machin, truc et truc muche, dont je m'occupe aussi, et tu pourras plus aller à la nouvelle table que va ouvrir machin chose et tout. Et puis il n'y a plus de thunes dans la presse, de toute façon, donc les pages de pub des grands groupes de luxe dont les chefs sont les mecs qui font les cartes, voilà, ils vont plus mettre la thune dans tel magazine, si le magazine balance des noms. Il y a une frilosité à faire des enquêtes là-dessus, et moi je suis pigiste, et les enquêtes, de toute façon la presse paye très mal, les enquêtes c'est très très mal payé, ça prend un temps fou de faire une enquête, et quand on me dit oui mais il faut balancer des noms, je dis oui c'est ce que je veux faire, mais balancer un nom ça demande un temps monstrueux. Tu peux pas balancer un nom, enfin je veux dire c'est une responsabilité. Tu balances pas le nom de quelqu'un si c'est pas solide derrière, si tu n'as pas plusieurs témoignages, ou bien s'il y a pas un truc officiel comme une plainte qui est déposée par exemple. Donc il y a des la preuve, on a quand même plusieurs milliers de témoignages avec Camille, et il y a beaucoup de gens qui donnent des noms. Il faut pas croire, hein, dans les gens qui nous ont écrit, il y a énormément de noms. Mais vraiment, c'est du délire. Il y a de quoi faire des enquêtes pendant des années, en fait. Les gens donnent des noms, et les gens laissent, pas toujours, mais beaucoup laissent leur mail pour être contactés. Et moi, j'ai passé des semaines à faire des interviews de gens qui me disent quoi, qui me disent qui me disent quand. Et il y a des gens qui veulent bien que ce soit publié. Est-ce que leur profil, c'est des gens qui ont quitté le métier ? Alors, c'est toujours plus facile de parler quand on n'est plus dans le métier. Ouais. Surtout quand on veut citer un nom. Non, mais dans le sens où, effectivement, quand on est dans le métier, on sait que c'est un métier où ça fonctionne beaucoup par bouche à oreille et par recommandation. T'as peur d'être grillé, c'est aussi... L'omerta existe. Donc, aussi, je dis pas qu'elle n'existe pas, hein. C'est que sûr. Oui, on a parlé de grillé parce qu'on sait que le chef, il est pote avec l'autre chef, et que si jamais tu lui fous un prud'homme dans la gueule, tu vas être considéré comme procédurier, donc tout le monde, ça va savoir à Paris que t'es procédurier, personne ne va te prendre... Mais c'est partout pareil, dans tous les milieux. En fait, le sexisme, les violences sexuelles, les violences raciales, racistes, homophobes sont systémiques. C'est un système d'oppression mis en place par les dominants pour empêcher des gens d'accéder à des postes à responsabilité, d'avoir de l'influence politique, économique, médiatique, etc. Donc c'est pareil quand t'es journaliste, hein. Si tu es considérée comme la chieuse parce qu'on t'a agressé, on t'a mis une main en cul, c'est une agression sexuelle, hein, rappelons-le, une main en cul, ou que ton boss t'a harcelé sexuellement et que t'es allé te plaindre, tu vas être considérée comme la chieuse. Ça marche aussi par bouche à oreille. Ces métiers sont des réseaux en fait. Donc nous, les profils qu'on a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens très jeunes,
Mais parce qu'il faut rappeler que c'est un métier qu'on peut commencer à 14 ans quand même. Oui, hein. c'est Donc ça aussi. on envoie des enfants dans des c'est restos. aussi, c'est aussi pour ça, hein, je pense. C'est terrible. Il y a une irresponsabilité, et je le dis, de la part des écoles, de la part des formateurs et des formatrices qui envoient des gamins et des gamines de 14, 16 ans, 17 ans dans des établissements dont ils savent que les pratiques sont abusives, dont ils savent que les chefs sont des agresseurs ou des gens violents, parce qu'il y a des élèves qui font remonter ça à leurs profs. Et il y a des profs qui n'en ont rien à foutre, qui continuent à envoyer des élèves là-bas. C'est une économie où il y a des conflits d'intérêts, puisque ce sont les restos qui payent pour les formations, du coup. Quand t'es en alternance, ils te payent ta formation. Il y a des groupes comme par exemple Ferrandi. Ça, je sais pas, ouais. Je sais pas ouais. Bah, il y a des groupes comme Ferrandi qui sont maqués avec des hôtels, donc ils vont envoyer leurs élèves dans tel hôtel, etc. Il y a... Pour le coup, j'ai fait Ferrandi et du coup, je n'ai pas cette expérience-là, mais du coup, moi, je l'ai fait en tant qu'adulte, donc c'est un petit peu encore différent. En fait, on a des témoignages aussi de gens qui se sont reconvertis ou qui font des formations adultes, et ces gens-là disent moi, j'ai vu des choses, mais moi, j'ai pas été victime, justement parce que je suis moins vulnérable qu'une gamine de 15 ans. Je suis absolument certaine. Et ça, c'est fou. Il y a plusieurs femmes qui nous parlent, qui disent « Mais moi, en fait, je voyais bien comment le mec était avec les petites stagiaires qui arrivaient, les petits apprentis qui arrivaient, comment il était avec les plongeurs qui sont pas blancs, les blagues, entre guillemets, racistes, les blagues, entre guillemets, sexistes. Mais à moi, il s'en est jamais pris, parce que moi, j'ai 42 ans, et que du coup, il sait très bien que je vais me répondre ou me défendre, en tout cas que voilà, je suis pas aussi vulnérable qu'une personne de 14 ans. Le problème, c'est que ça part de la formation, donc où il y a pas de référent, de référente indépendant chez qui tu peux aller pour te plaindre. Les chefs sont potes avec tout le monde. Ton prof, il a été formé par Ferrandi, ils sont admirés, ils connaissent sûrement le chef chez qui tu bosses, c'est son pote, donc il va quand même pas trahir son pote. Enfin, c'est toute une chaîne de protection qui est mise en place et qui protège non pas les élèves ou les salariés, mais qui protège les gens qui sont les supérieurs hiérarchiques, qui ont le pouvoir. Donc il y a un vrai problème à tout point de vue, et il y a tellement de non-assistance à personne en danger dans ces trucs-là. Enfin, moi j'ai des témoignages de gens qui me disent « J'ai été voir mes RH, j'ai été voir mes profs référents, et il ne s'est rien passé. » Et il ne s'est rien passé. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Et donc t'as des gamins qui te disent « moi j'ai arrêté la cuisine qui était ma vocation au bout de mon 2e stage. » Voilà. Et c'est terrible, et c'est beaucoup de femmes, évidemment, mais il y a aussi pas mal de garçons. Ouais. Et des gens qui se sont dit, c'est pas pour moi, qui ont fait des burn-out à 19 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrible, qui sont traumatisés aujourd'hui encore de leur première expérience en stage, leur premier apprentissage. Des nanas qui me disent, je peux plus aller manger au resto. Alors, qui ont des stress post-traumatiques de ne plus pouvoir entrer dans un restaurant. Et il y a aucune aide mise en place. Moi, je veux des modules obligatoires dans les formations hôtellerie-restauration, des modules sur les violences sexuelles sexistes. De toute façon, moi, je veux qu'il y ait une éducation antisexiste dès l'école maternelle, en fait, quoi. C'est que comme ça qu'on changera les mentalités. Mais c'est pas normal qu'on n'oblige pas des écoles dont on sait que c'est un milieu où on a plus de chances d'avoir à subir des conditions de travail pénibles, du harcèlement au travail, des violences sexuelles et sexistes. C'est pas normal que ce milieu ne soit pas traité autrement. C'est pas normal de dire que excellence égale violence, de dire que passion égale exploitation. Sur France Culture, le week-end dernier, il y a eu l'émission Les Bonnes Choses. Il y avait Tatiana Leva, la chef, qui était invitée du Servant et de Double Dragon, et le chef Guillaume Sanchez, qui était invité. Sanchez a tenu des propos inacceptables, en disant qu'il y a des gens qui veulent bien, en gros, qui veulent être élevés à la dure dans les cuisines. On voit ce que ça veut dire, apprendre à la dure, on voit ce que ça veut dire. Et quand on parle des heures en cuisine, lui a dit si je disais à mes équipes qu'ils allaient travailler moins, ils vont se barrer parce que c'est pas ce qu'ils cherchent chez moi. Mais c'est inaudible d'entendre une chose pareille. Ça veut dire que parce qu'on est dans ce métier-là, il faudrait pas compter ses heures. Je veux dire, si tous les restos de France payaient les heures supplémentaires de leur brigade, il n'y a pas un resto qui survit. Non. Il n'y en a pas un qui survit. C'est un modèle économique qui n'a pas de... Il n'est pas viable, et ils ne sont pas au-dessus des lois. Tous les gens en restauration, ils bossent 80 heures par semaine, et ils ne sont pas payés 80 heures semaine. Et rien que sur ce point-là, je ne comprends même pas
qu'il n'y ait pas des vagues d'inspection, parce que moi j'en ai des gens aussi qui témoignent et qui me disent on a appelé l'inspection du travail pour les conditions sanitaires des cuisines, ils ne sont jamais venus. C'est une profession à risque qui n'est pas traitée comme telle, et c'est une profession qui se croit au-dessus des lois. Et par rapport à la place que les femmes occupent dans le monde de la cuisine, de la gastronomie, est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, il y a quand même une évolution, alors j'entends plutôt positive, ou pour toi, est-ce que les choses stagnent ? Enfin, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Les choses stagnent dans le sens où il y a toujours autant de violence en cuisine, et les cuisines qui ont toujours été violentes ne le sont pas moins aujourd'hui. Après, on entend parler de plus en plus de chefs parce qu'il y a des médias qui se disent « Ah bah tiens, en fait, elles existent, ah !» et que c'est devenu cool d'être féministe, en fait, aujourd'hui, il faut pas faire semblant, hein. Il y a plein de médias qui en avaient rien à foutre des problématiques de genre avant et qui maintenant plongent dedans, et c'est très bien parce que moi, c'est comme le greenwashing, à un moment, si ça peut être bon pour la planète, s'il y a des enjeux économiques derrière, voilà. Mais tant que ça sert à la cause, c'est cool. Après, il faut voir s'il n'y a pas de contradiction. Mais ce que je trouve problématique, en revanche, c'est que on me dit « Ouais, mais attends, il y a plein de chefs, c'est cool et tout. » Je dis « Ouais, mais ces chefs-là, elles sont pour beaucoup indépendantes. Exactement. Elles sont en résidence, en pop-up. Elles sont traiteuses à domicile. Et elles n'ont pas de resto à elles, donc c'est de la précarité aussi. Et on sait toujours qu'en France, les chefs, et c'est comme les agricultrices, qui ont moins de terres exploitables que les agriculteurs, les restauratrices ont des équipes plus petites, des restaurants beaucoup plus petits, et donc ont moins la possibilité d'avoir du temps pour être médiatiques. Ouais. Elles ne peuvent pas déléguer à leurs équipes pour aller faire comme tous les Ducasse et Passard et compagnie, aller parler au Japon, à Singapour, à New York, et écrire 20 livres par an, comme Cyril Lignac, par exemple. Et donc ça, c'est aussi un problème, quoi. C'est que ces femmes-là, elles n'ont pas de temps à dégager non plus pour en parler, et peut-être qu'elles n'ont pas envie aussi. Il y en a qui veulent juste faire leur taf, qui est cuisinière, et qui n'est pas star, en fait. Leur taf, c'est pas juste d'aller faire des émissions de télé. Donc, les choses changent, mais pas tant que ça, parce que, au final, quand on regarde la parité qui est quasi totale dans les écoles qui forment des futurs chefs, oui. On est quasi à 50-50, voire en pâtisserie, il y a plus de femmes que d'hommes. Juste en boulangerie, où je pense qu'on est un peu encore en dessous, mais ouais. Et au final... Le résultat, il est le même, en fait. Il y a plus de chefs que de chefs. Et qui sont les pâtissiers stars ? C'est des hommes, en fait. C'est moins des femmes. Alors il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'on part sur la pâtisserie, qui est un bon exemple. Il y a Ézéchiel, sur sa newsletter Pomelo, qui a publié plusieurs restaurants étoilés qui ont donné la composition de leur brigade. Et on voit que les brigades, donc déjà, elles sont quasiment... À l'exception d'un restaurant, il y a quasiment toutes les brigades qui sont largement masculines. Ouais. Et là où il y a des femmes, c'est en pâtisserie. Et pourtant, quand je demande à des gens de me citer des pâtissiers connus, on me donne que des noms d'hommes, en fait. Et là, c'est pas normal. Parce qu'on me dit, oui, mais alors, si à Ferrandi, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est normal qu'il y ait plus de chefs. Mais alors, je leur dis, oui, mais s'il y a plus de pâtissières que de pâtissiers, et qu'on connaît pas les femmes, il est où le problème ? Comme on dit, la question, elle est vite répondue. Donc ça change, mais pas tant que ça. C'est toujours des environnements toxiques, et pas que pour les femmes, mais pour les homosexuels, pour les personnes minorisées, les personnes racisées, je veux dire, parlons des plongeurs, hein. Je pense que là, il y a de quoi dire aussi. Ouais. C'est immonde. Moi, les témoignages que j'ai, les gens qui me parlent des violences subies ou dont ils ou elles ont été témoins, me parlent très souvent des violences vis-à-vis des plongeurs, qui sont des personnes qui sont rarement blanches, et qui sont des personnes qu'on exploite parce que beaucoup ne connaissent pas forcément bien leurs droits, voire ne les connaissent pas du tout, et ne parlent bien français. Donc une idée du droit. Exactement, et sont exploités et ont des insultes racistes. Mais moi j'ai des trucs qui m'ont fait pleurer en les lisant, quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, et c'est des chefs extrêmement connus qui parlent comme ça des plongeurs ou à leurs plongeurs. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que c'est comme beaucoup de milieux, vu que le sexisme est systémique, c'est des milieux où les femmes sont toujours pas les bienvenues, en fait. Non. Et donc, elles se barrent pour faire un truc à leur compte, mais comme on se barre aussi du journalisme, comme on se barre de plein de professions où on sent que quand on n'est pas un homme blanc hétérosexuel, on a moins de chances de réussir, quoi. Ouais. En fait, je crois que dès le premier mail, il me présentait le projet, en me disant, il y a un nom de code, évidemment, c'est pas le titre définitif, on peut le changer si t'aimes pas, mais c'était déjà féminisme, et comme j'adore les jeux de mots, on l'a gardé. Je trouvais ça vraiment très bien trouvé. Et je crois qu'il me présentait déjà le sujet du livre dans le mail, dans le premier mail qu'il m'a envoyé, en me disant,
On voudrait publier un livre qui parle de genre et de bouffe, d'oppression à travers l'alimentation. Mais bon, on n'a pas plus d'idées que ça. Justement, toi, t'aurais carte blanche totale sur le sujet. On a juste une idée et on aimerait que tu la concrétises, en fait. Et bon, voilà, déjà je me suis dit, ils se sont trompés de destinataire, c'est pas moi qui vais le contacter. Et puis je me suis demandé si j'avais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai ouvert un fichier Word et j'ai commencé à gratter sans vraiment trop réfléchir, voilà, de petites puces là, à écrire des trucs qui me venaient, qui me passaient par la tête. Et je me suis retrouvée avec plusieurs pages en fait de notes et je me suis dit ouais, je crois qu'en fait j'ai vraiment des trucs à dire là-dessus. En tout cas, il y a des choses à dire et moi j'ai des choses à en dire et ça m'intéresse. Donc on s'est rencontrés tous les trois et le courant est passé tout de suite. Et effectivement, je me suis rendu compte que ouais, c'était pas du chiquet, que j'aurais vraiment carte blanche sur ce livre. Et j'ai eu carte blanche sur ce livre parce que on m'a pas demandé de faire un rapport toutes les semaines de là où j'en étais et d'envoyer des pages pour validation ou quoi. Pour la maquette, j'ai dû envoyer quasiment le premier chapitre. Mais après, il et elle m'ont laissé faire mon truc, étaient là si j'avais besoin, m'ont vachement soutenue, m'ont dit écoute, si t'as besoin de faire relire des trucs, on est vraiment là, tu peux appeler ou quoi si t'as des doutes. Et je l'ai écrit en 3 mois. Voilà, c'était très très court pour écrire un essai, surtout documenté comme il est, parce que c'est pas de l'humeur, hein, c'est vraiment un essai avec une grosse bibliographie aussi. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette dans ce livre, je trouve, c'est que effectivement, c'est un essai, tu as cherché des chiffres, enfin, il y a vraiment des données, voilà, il y a une grosse bibliographie. Ouais, c'est un boulot de recherche, quoi. Mais on y retrouve quand même ta plume, enfin, il y a ce côté-là, c'est hyper agréable à lire. C'est ce que ouais. Antonin et Anne voulaient, en fait. C'est vraiment ça qui est très, très parce bien. Que ils voulaient pas d'universitaires ou de chercheurs ou de chercheuses qui écrivent sur le sujet, avec une plume un peu impersonnelle, un peu neutre, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai kiffé faire ce livre, parce que on me laissait mettre de moi, et c'est pour ça que, en fait, c'est valorisant quand t'as des éditeurs et éditrices qui viennent te chercher pour ta plume, tu vois, et pas seulement pour ton intérêt pour un sujet. Et me laisser un peu écrire comme je parle, entre guillemets, parce que le but était vraiment de faire, le bouquin il est petit, hein, il fait 100 quelques pages, on voulait vraiment faire... plus. Bah ouais, je sais, mais alors on voulait vraiment faire un livre... plutôt pédagogique, accessible à tous et à toutes. Et moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu un complexe d'infériorité par rapport aux bouquins de sociaux. Je me suis interdite d'en lire parce que je pensais ne pas avoir le bagage suffisant ou nécessaire pour comprendre. Et parfois, je l'avais pas, hein, parce que t'as des bouquins de sociaux, des essais sociaux qui te name drop des trucs à foison. Et si t'as pas lu Bourdieu, tu comprends rien. Et si t'as pas lu Barthes, tu comprends rien. Si t'as pas lu Foucault, tu comprends rien. Si t'as pas lu tout François Héritier, tu comprends... Enfin, tu vois. Et moi, je déteste me sentir conne quand j'ouvre un livre, en fait. J'adore apprendre des choses, mais j'aime pas qu'on estime que j'ai tout lu, tout vu et que je sais ce dont on parle. Et c'est l'écueil de certains bouquins de sociaux, surtout, ça peut faire peur d'avoir un bouquin de 400 pages. Voilà. Et en fait, on voulait faire un petit livre, parce qu'on s'est dit, ça va être accessible et on aura envie de le lire, et on sait qu'on n'est pas parti pour 3 semaines de lecture en googlant le nom de l'auteur cité à chaque fois, parce qu'on ne sait pas qui c'est, et c'est quoi ses théories principales, quoi. Et puis avoir un ton un peu léger et acide, parce que moi c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un combat, et je suis comme ça quand j'en parle. Et c'est marrant parce que les amis qui ont lu le livre me disent, j'ai l'impression que tu me parlais, en fait, de t'avoir à côté de moi et que tu me parlais en te lisant. Et on a eu des bons retours sur des lecteurs et lectrices, on va dire anonymes, qui ont trouvé le ton intéressant, parfois qui trouvaient ça un peu trop personnel, justement, et je comprends que ça désarçonne aussi, ou qu'on n'aime pas un ton un peu jeu. Moi j'aime bien ce ton-là. Oui, c'est assez incarné, en fait. C'est ça. Et il y en a qui aiment pas trop, et je le comprends, il n'y a pas de souci. Je pense que... Et donc là, je suis en train d'écrire un deuxième, qui sera toujours publié chez Nourriture Fu, qui sera publié au printemps, qui est un peu une suite à Féminisme. En fait, là, c'est moi qui leur ai proposé, parce que pendant la promo, on va dire, de féminisme, qui ne s'arrête jamais, en fait, puisque les food studies en France, c'est pas très développé. En tout cas, il y a des chercheuses et des chercheurs en food studies, évidemment, on n'est pas complètement à poil sur le sujet. Mais en termes de publication mainstream ou quoi, il y a rien, ou il y a pas grand-chose. Je parle pas d'articles, je parle vraiment de livres, d'essais qui sortent. Il y a franchement pas grand-chose sur ces sujets-là. Ou bien c'est pas très mis en valeur, ou bien ça reste très universitaire.
Et donc, on m'appelle quand il faut parler de bouffe et de genre, et ça, je suis très contente. Enfin, Food Studies, je parle de Food et Gender Studies, Oui. évidemment. Food Studies, c'est différent de ça précisément. Et pendant l'espèce de promo, on va dire, de féminisme, on m'a appelé pour un classeur bonne nouvelle, il y avait un colloque food porn et porn food. Et on m'a dit, on aimerait bien que tu viennes intervenir, qu'intervienne, et que tu as ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, tu peux lire un extrait de ton bouquin ou faire autre chose. Et j'avais déjà largement fait de la promo comme ça, surtout sur le chapitre qui fait le parallèle entre exploitation des animaux et exploitation des femmes. Et donc je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais faire sur food porn, porn food ? Je vais faire un truc sur l'objectification des femmes et tout, mais bon. Et en fait, je me suis dit, pour moi, le food porn, porn food, évidemment, c'est les médias, c'est les images, et j'ai eu très envie et c'est ce que j'ai fait, de présenter un corpus vidéo de publicité, montrant les femmes objectifiées et les femmes qui jouissent en mangeant des yaourts, là, ou du chocolat. Ça me rend dingue. Donc j'ai fait ça, et puis après, j'ai donné un cours à AgroParisTech, un prof qui était venu à la Sorbonne m'avait vu et qui avait voulu que je donne un cours à des étudiantes et étudiants en nutrition. Et en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser de plus près encore à ce sujet de comment on représente les goûts genrés, comment on a construit les stéréotypes de genre à travers les goûts et les pratiques alimentaires. Donc le premier parlait plutôt de système, comment le système alimentaire au sens large, donc l'agriculture, la restauration, la cuisine domestique, etc., a servi à instrumentaliser une répression des femmes, une discrimination des femmes, etc., une oppression. Et là, c'est plutôt comment la représentation médiatique construit des stéréotypes de genre et nous fait croire que, puisque dans les faits, oui, les femmes mangent plus de yaourt que les hommes, et oui, les hommes mangent plus de charcutes que les femmes, les stéréotypes sont vrais, hein, c'est un truc de gonzesse les yaourts, et puis les hommes, c'est inné leur goût pour la charcute. Donc c'est intéressant de voir comment le marketing, par exemple, et les films, les séries, les bouquins construisent ce goût-là, et les conséquences que ces goûts-là ont sur la santé, l'environnement, les relations, les dynamiques de pouvoir entre les femmes et les hommes, etc. Donc le prochain porte sur ça. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je pense que... il y a un sujet qui, moi, m'avait vraiment fasciné dans Féminisme. C'était quand tu évoques le fait que la différence de carrure, en fait, entre les hommes et les femmes, bon, on prend ça pour acquis, mais toi, vraiment, tu expliques qu'il y a toute une histoire derrière... où effectivement, en fait, les femmes, clairement, depuis des siècles et des siècles, on leur donne moins à manger, les plus beaux morceaux sont pour les hommes, donc en fait, cet écart se creuse aussi. C'est une hypothèse. Ça pourrait être Donc c'est Priscille Touraille, une chercheuse, qui a publié sa thèse là-dessus, qui fait des travaux là-dessus, qui est une chercheuse en Food Studies, qui a publié un bouquin qui s'appelle Hommes grands, femmes petites, et qui parle... Donc, qui émet l'hypothèse, ça reste une hypothèse, que chez les êtres humains, la différence de taille et de carrure entre les hommes et les femmes ne serait pas purement biologique. Donc, elle ne rejette pas, évidemment, la biologie, mais elle dit que ça pourrait être une construction culturelle aussi, liée à la privation de nourriture des femmes par les hommes. Et aujourd'hui, on le constate, et on l'a toujours constaté, il y a des tabous alimentaires qui... sont toujours en faveur des hommes, notamment sur ce qui concerne la viande. Il y a plein de cultures, de sociétés, et jusqu'aux sociétés occidentales ou occidentalisées, où les meilleurs morceaux de viande vont aux hommes et les femmes mangent les restes. Françoise Héritier, dans une de ses dernières interviews avant de mourir, c'était une interview au Monde, je crois, elle raconte que quand elle était petite et qu'elle allait en vacances chez ses grands-parents, elle voyait donc déjà les femmes qui restaient debout pendant que les mecs mangeaient, et les femmes qui avaient préparé le repas mangeaient ce que les hommes n'avaient pas mangé, donc mangeaient la carcasse, les restes. Je crois que c'est chez dans les tribus mongoles, le gras est une prérogative masculine, donc les hommes vont manger le dessus de la marmite, où il y a tout le gras qui flotte, et donc les protéines, et puis le gras qui sert quand même à carburer, c'est un carburant, quoi. Et les femmes vont manger le fond de la marmite, par exemple. Sur la théorie de Priscille Touraille, sur l'hypothèse de Priscille Touraille, qui, rappelons-le, reste une hypothèse, je me suis mangé une vague de harcèlement en ligne parce que j'ai exprimé cette hypothèse. D'accord. Qui prend, 10 lignes dans mon livre. Hein. Mon livre ne porte pas sur cette hypothèse-là. On m'a traité de féminazie, j'ai eu des menaces de mort et des menaces de viol par rapport à cette hypothèse.
où des autrices ont essayé aussi de dézinguer complètement cette hypothèse avec des arguments giga fallacieux et des intervenants qui n'ont aucune spécialité là-dedans, pour dire n'importe quoi, ça c'est bien les féministes d'aujourd'hui, les néo-féministes qui cherchent à blâmer les hommes pour tout, c'est complètement biologique que les femmes soient plus vite que les hommes, etc. Mais en fait, il faut arrêter de poser le tout culturel au tout naturel. Exactement, en fait. le tout n'est pas... Enfin, c'est pas du tout excluant, en fait. Personne ne fait ça. En fait, il faut arrêter de Mais c'est intéressant de soulever ça. Moi, j'avais jamais même imaginé cette hypothèse-là. Mais donc, moi, c'est ça ça qui m'a... m'a... Bah ouais, en fait, quand tu lis ça, t'as une épiphanie, tu te dis... Évidemment, c'est pas pris pour argent comptant, et Touraille, elle dit pas que c'est la vérité, c'est une chercheuse, elle détient pas la vérité, mais elle écrit quand même un bouquin, je crois qu'il fait 400 pages sur le sujet. Donc les gens qui arrivent et qui disent c'est complètement faux, qui n'ont même pas lu ce qu'elle écrit, et qui te balancent des arguments fallacieux à la gueule pour dire mais pas du tout, ça c'est vraiment un truc des féministes d'aujourd'hui, c'est la faute des hommes. C'est là, mais en fait c'est hyper intéressant ce qu'elle écrit, et on peut peut-être, tu vois, en tirer quelque chose et dire que les deux sont possibles et cohabitent, biologique et enfin culture-nature, quoi, en gros, et que personne aujourd'hui ne... C'est fini le débat stérile entre tout biologique et tout culturel, personne ne dit qu'il y a l'un ou l'autre, hein. Il y a les deux, il y a un mélange des deux. Mais effectivement, ça c'est hyper intéressant, et c'est vrai que quand le bouquin est sorti, c'est un truc, on m'interrogeait beaucoup là-dessus, parce que bah ouais, moi aussi, quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombée là-dessus, j'ai halluciné totalement, parce que je m'étais évidemment toujours dit que bah, c'est normal que les hommes soient plus grands que les femmes. Je m'étais même pas posé la question de ce que ça pouvait être en partie. Ça pouvait être en partie lié à l'alimentation et un accaparement des ressources des hommes au détriment des femmes. Nora, on va conclure cette partie avec une question que j'aime beaucoup, qui est autour de ton parcours et des femmes qui l'ont jalonné. Est-ce que tu as en tête des femmes qui ont compté particulièrement dans ta vie professionnelle, donc ça peut être des femmes avec qui tu as travaillé, ou des femmes qui ont été des sources d'inspiration sans forcément que tu travailles avec elles, mais voilà, peut-être même sans les connaître. Est-ce que ça te parle, cette question ? J'aime bien la rubrique du Monde, la série d'articles qui s'appelle « Je ne serais pas là si ». Ouais. Et en vrai, je serais pas là... je suis là, je pense, j'en suis convaincue grâce à une femme, et je serais certainement pas en train de faire ce que je fais si elle m'avait pas un jour envoyé un mail. C'est Élise Costa, qui est chroniqueuse judiciaire pour Slate et pour Arte Radio. Et en fait, on se connaît depuis hyper longtemps parce qu'on avait un blog toutes les deux à la grande époque des blogs dans les années 2000. Et en fait, un jour, Élise m'a envoyé un message pour me prévenir qu'elle commençait à écrire des petits billets, des petits articles pour un site qui s'appelait Ladies Room, qui était un peu de pure player, magazine féminin en ligne, édité par une boîte de com. Et en me disant, il cherche, donc c'est une red chef, elle cherche Anne Imbert, elle cherche des contributrices, un site contributif en fait. Et elle m'a dit, c'est pas du tout un truc girly, parce que toi et moi, on n'aime pas ça, c'est pas du tout un truc où ça parle juste de chaussures et de sac à main et de vernis à ongles et comment garder son homme, quoi. Donc je suis allée voir, et à l'époque, moi j'avais un compte Flickr, l'ancêtre d'Instagram, mais je faisais de la photo, et vraiment de façon très amateur, hein. Et en fait, je me suis inscrite à ce site, j'ai mis l'URL de mon Flickr, de mon blog et tout, et puis la red chef m'a contactée pour faire des photos. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser chez Even, la boîte de com, et j'ai commencé à travailler à la blogothèque. Et puis après la blogothèque, j'ai commencé à faire d'autres trucs. Et puis c'est comme ça que je suis arrivée dans le journalisme, en fait. Donc je crois que sans Élise Costa, à ce moment-là, j'étais serveuse dans un resto assez fréquenté à Paris, dans le Marais. Et je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais ma licence d'anglais dans la poche, et j'avais vraiment aucune idée de ce qu'allait être mon avenir. Et voilà, grâce à Élise Costa, aujourd'hui je fais ce que je fais. Nora, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Est-ce que tu as un coup de cœur food récent ? Alors là c'est compliqué. Non, c'est un peu compliqué. Ça peut être un livre, ça peut être autre chose qu'un plat, qu'un resto. Un coup de cœur food récent en fait si, mon coup de cœur, mais c'est un coup de cœur quotidien. J'ai la chance d'avoir en bas de chez moi une briocherie qui s'appelle La Briée, mais juste en bas. Et qui a été d'ailleurs au 13h de TF1 la semaine dernière. J'allais faire mes petites courses de brioche quand soudain, 2 journalistes avec une caméra sont là et me demandent si je peux parler de ma brioche préférée. Donc je suis passée au 13h pendant 4 secondes où je parle du fait que j'aime la parisienne parce qu'elle est joufflue et qu'elle est dodue, quoi. Voilà, j'en ai fait un gif pour la postérité.
Mais bah ça, c'est mon coup de cœur. Je crois qu'ils ont ouvert il y a un peu moins de 2 ans. Et en fait, je passe devant tous les jours. Et comment fais-tu pour ne pas acheter tous les jours de brioche ? C'est ça que j'allais dire. En fait, c'est dur de pas... Parfois, je m'arrête tous les jours pendant une semaine. Je mange ma petite brioche. Non, ils sont super sympas. C'est délicieux. Il y a je sais pas combien de sortes de brioches différentes. Et puis, je crois que c'est un bon moyen d'apprendre aux gens que la pâtisserie, c'est vivant. Parce que quand il y a eu les très grosses chaleurs cet été, ils ont dû fermer. Parce que quand il fait trop chaud, la pâte... c'est compliqué. Le beurre s'échappe. Ou bien quand il fait froid et que tu achètes ta brioche, elle est toute rétractée. Elle est toute dense. Donc Karim te dit il faut un peu la réchauffer entre tes mains ou la mettre genre au four quelques secondes pour pas que le beurre reste complètement compact à l'intérieur. Sinon tu manges une espèce de brique. Enfin, non, parce que leur truc est tellement bon. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur. Et moi qui suis pas... tellement bec sucré, disons que je préfère le salé au sucré, là c'est vrai que tellement bon. Et sinon, qu'est-ce que j'avais ? J'avais un très bon tarama, et je suis incapable, tarama d'Aquitaine, je suis incapable de dire qui le faisait, mais le café du coin, donc j'habite dans le 11e, donc je suis très... comme plein de gens de 11e, je ne sors pas trop de mon arrondissement. Non mais du coup, ils vendaient un tarama exceptionnel, je l'ai offert à quelqu'un, mais j'ai complètement oublié de noter la marque ou les artisans qui le font, quoi. Qui était juste une espèce d'énorme tuerie. Ça, c'est mes trucs un peu... où quand j'y pense, je bave, en fait. Je crois que c'est tout en coup de cœur de bouffe, ou en truc que j'ai découvert en goût. J'ai pas découvert tant de choses que ça. Je regrette de ne pas avoir acheté de pourpier. Parce que le pourpier, ça fait partie des trucs, tu sais, qui foodie quand tu dis le mot pourpier. Et tout le monde fait « Ah oui, bien sûr, le pourpier », tu vois, t'es là, genre, qu'est-ce que c'est que le pourpier ? Alors, pour celles et ceux qui, évidemment, ne connaissent sûrement pas le pourpier, parce qu'en fait, tout le monde n'allait pas dans le 11e à Paris, il y a les moyens d'aller chez les petits producteurs bio, machin et tout, je sais pas quoi, là, on est un peu des gros snobs de la bouffe. Le pourpier, ça ressemble à de la mâche ou du cresson. C'est une sorte de petite salade. C'est un genre de salade. Et c'est entre herbes et salade. C'est ça. Et on peut s'en servir pour assaisonner une omelette, un gratin, un truc, et c'est vachement bon. Et ça, c'est pas mon coup de cœur, c'est juste que j'étais faire des courses ce week-end, et j'ai vu ce truc-là, et j'ai complètement oublié de le prendre. Après, il y a eu personne derrière moi, je me suis dit non, je vais pas faire chier les gens en disant je vais chercher mon pourpier, je reviens. Mais, en fait, je me dis, pour un peu mettre du fun pendant le confinement, et ce qui me manque en fait dans la bouffe que je fais, c'est justement ça, les petits trucs un peu fun, des feuilles de moutarde, du pourpier, des trucs, du shiso, des trucs qui viennent ajouter du peps ou une touche un peu surprenante à une salade, à un assaisonnement. À quelque chose de classique que tu fais souvent, quoi. C'est ça. Et en fait, je me dis, ça me manque par contre. Donc mon coup de cœur food, ce serait justement d'essayer de trouver un moyen de pimper mes plats, de les rendre un peu moins classiques, quoi. S'il y avait un plat qui devait résumer ton enfance, qu'est-ce que ce serait ? C'est le poulet rôti avec des frites à la sauce moutarde. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié ? C'est bizarre parce que j'oublie très facilement des plats que j'ai mangés. J'ai pas du tout cette mémoire, j'ai une mémoire des goûts, etc., ou des ambiances, mais j'ai pas la mémoire des plats exacts. Je sais que, en tout cas, un des premiers restos bistronomiques que j'ai fait m'a marqué parce que c'était, je pense même le premier, ou un des premiers à Paris en tout cas, et c'était chez Vivant, quand Jean Cou était encore en cuisine, et c'était, même pas lui, je pense qu'il avait fait le dessert, parce que c'était le dessert, donc ça devait être le pâtissier ou la pâtissière, je crois que c'était un homme, et c'était une mousse au chocolat, à l'huile d'olive et aux olives de Kalamata, déshydratée donc en poudre. Et mon cerveau a explosé, ma bouche aussi, parce que je n'aurais jamais pensé associer huile d'olive et chocolat. Alors que finalement, aujourd'hui, ça me paraît pas du tout délirant comme association. Mais à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, ça devait être en 2014, un truc comme ça. 2014-2015, peut-être même 2015. Et donc ce truc-là j'étais sidérée qu'un truc puisse être aussi bon. Et un truc aussi simple, entre guillemets, une mousse au chocolat, tu vois. Parce que pour moi, j'avais l'idée qu'il fallait mettre des fanfreluches, tu vois, pour qu'un plat soit délicieux et tout. Donc ça, c'est vraiment le plat que je crois que c'est le seul plat que j'oublierai jamais. Et tu vois, c'est pareil, c'est un dessert.
Alors mais que tu es pas... ouais. alors que je suis moins dessert. Mais justement, en fait, je suis très marquée par les desserts quand ils sont très bons. Je me rappelle que j'étais allée manger chez Automne, Ouais. pareil, dans le 11e, haha, avant qu'il y ait une étoile. Le repas était bon, mais c'était pas non plus dingo à l'époque. Bon, je le dis, hein, mais c'était bon, mais c'était pas complètement fou. Mais alors, j'ai oublié le dessert, mais je me rappelle que le dessert était incroyable. Mais vraiment un truc, une folie, quoi. Et en fait, je crois que c'est que je suis pas fan de dessert parce que, bah voilà, bon, quand c'est un peu classique, mais dès qu'un dessert est vraiment original, Ouais, sort de l'ordinaire. bah, ça, justement, je Ouais, me dis, en fait, souvent le dessert, c'est souvent vu comme le parent pauvre du repas. Tu finis sur un dessert, il est pas fou, t'as envie d'un peu de sucre, un peu d'acidité et tout. Bon, voilà, t'as des desserts classiques de brasserie ou de la gastronomie française. Et en fait, quand un dessert, justement, il y a un twist ou que je m'y attends pas, ou bien qu'il est tellement bien réalisé que je me dis c'est pas possible ce truc-là, genre j'ai jamais mangé une tarte citron meringuée comme ça, parce qu'il y a un truc en plus, quoi. Parce que c'est pas du citron, c'est du kambava, ou tu vois, ou du yuzu, j'en sais rien. Bah, ça me marque vachement, parce que bah, c'est rare que j'aime un dessert à ce point. Ouais, ça te prend un peu à contre-pied, quoi. Bah ouais, je m'attends pas, je prends un dessert sans me dire qu'il va être dingue, parce que j'ai sûrement passé un repas de dingue. Ça. Et t'as pas forcément d'attente, et voilà. en fait, ok. Et donc bizarrement, bah, je retiens ce truc-là. Donc cette mousse au chocolat à l'huile d'olive et olive de Kalamata, franchement, bah ouais, parce que ça a été le début de mon amour de la bouffe, parce que c'est le moment où j'ai eu les moyens, surtout, ouais, c'est ça, voilà. De découvrir cette d'aller dans ces restos-là, j'avais des sous, je gagnais ma vie mieux qu'aujourd'hui, je gagnais bien ma vie, et donc je me faisais plaisir et je découvrais ce que c'était la bouffe bistronomique ou gastronomique, notamment à Paris. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Bah, je mange pas de viande, mais c'est pas que je déteste ça, mais je n'en mange pas et ça me fait pas du tout envie. Bah, ouais. En fait, il y a des aliments que je trouve inutiles. Non, pas inutiles, mais inintéressants. Et tu sais, j'adore parce que quand tu dis ça, il y a des gens qui vont t'envoyer 12 recettes pour dire mais non, en fait, c'est vraiment génial le navet. Tu faisais te convertir tu vois, t'es là, le navet, pardon, mais alors, tous les navets, boule d'or, le navet, je ne comprends pas. Le navet, c'est le truc. J'adore le couscous, mais quand il y a du navet, je suis là, mais pourquoi mettez-vous du navet, quel intérêt a ce légume ? Bon, outre le navet, le truc que j'aime pas, parce qu'il y a très très peu de choses, je crois qu'il y a vraiment rien que j'aime pas en fait. Le navet, j'aime pas ça, et le chou de Bruxelles. Et pareil, le jour où j'ai dit ça, j'ai reçu 12 recettes qui me proposaient de les faire caraméliser dans une sauce soja au four, avec de l'orange, à la mandoline en salade et tout. Mais en fait, je suis désolée, mais je crois que le chou, ça ne marchera pas entre nous. Donc, j'ai pas testé, si j'ai fait une fois dans un resto, mais j'ai pas testé moi en salade. J'aime bien les trucs un peu comme ça. Donc, cru en salade, bien attendri à la main, puis avec de l'orange. Il faudrait que je teste, c'est la saison des agrumes, donc il faudrait que je teste. Mais le chou de Bruxelles, en tout cas cuit, ça n'est pas possible. Et c'est tout. J'essaie de réfléchir. Si, j'aime pas le café. Enfin, je bois pas de café, mais le dessert au café, ça me dérange pas trop, genre un tiramisu, c'est bon. Je suis pas fan du goût café, quoi, c'est pas non plus mon kiff, mais je déteste pas ça. Non, navet chaud de Bruxelles. Et donc, si on ne trouvera bien sûr pas de navet dans ton frigo, est-ce qu'il y a quelque chose, pour le coup, que tu as toujours au frigo ? Ou dans ta cuisine ? Enfin, un ingrédient, un indispensable de ta cuisine ? Ben, y a pas un truc, quoi. Y a pas un truc... Si, peut-être du jus de citron. J'ai toujours une bouteille de jus de citron et une en plus parce que au cas où il y en aurait plus, voilà. Non, jus de citron. En fait, j'adore l'acidité, donc j'ai toujours. Pour moi, un plat sans acidité, c'est un plat raté. Ça peut être très très bon, mais il va toujours manquer un truc en fait. Et j'adore l'acidité, donc il y a toujours du jus de citron dans mon frigo. Et sinon des conserves, parce que vu que je mange pas de viande, je cuisine très rarement du poisson. Bah là, avec le confinement en plus, évidemment. Parce que sinon j'en mange au resto ou un truc comme ça. Mais de la protéine végétale, donc j'ai des boîtes de haricots blancs, de haricots noirs, de trucs de pois chiches. Donc ça, pareil. Et puis ça fait des repas hyper rapides à préparer, hyper faciles, équilibrés. Tu te fais une salade de haricots blancs avec du chou kale et une petite... C'est très 11e, tout ouais, ça. T'as vu ? Chou kale, ah mais je suis un gros cliché, hein, ne nous méprenons pas. Non, mais ou du chou vert, hein, tu vois, les chou kale, mais je mettais du chou vert avant de trouver du chou kale. Avec une petite vinaigrette tahini, tu vois, encore sirop d'érable.
Non, c'est tu vois, le houmous maison, ça prend 3 secondes à faire. Bon, les haricots noirs, je fais ça je fais des tacos avec du haricot noir. Tu me donnes super faim. Ouais, j'ai méga la dalle. De toute façon, il est super, tu vois, c'est l'heure de déjeuner, quoi. Exactement. Mais donc, ouais, je dirais jus de citron et des boîtes de haricots blancs ou noirs. Ouais. Et ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps, ta recette un peu doudou à la maison, est-ce que c'est justement ces salades avec haricots Bah, ça va être ça. Je pense que les haricots blancs, c'est vraiment un truc que j'adore. Et je les fais soit en soupe à l'italienne, avec tu sais, les tomates en boîte quand c'est pas la saison, avec du parmesan, juste simplement. Ou bien vraiment haricots blancs très crémeux, que tu tales sur une grosse tranche de pain de campagne avec beaucoup d'ail, tu vois. Façon un peu même au houmous d'ailleurs en termes de Ouais, texture. exactement, tu vois. Et, mais là, pas mixé, mais vraiment écrasé en fait, juste écrasé pour garder de la mâche et de la texture. Ou voilà, en salade, que ce soit avec de la courgette l'été ou avec du chou vert ou du kale quand c'est la saison, plutôt automne-hiver. C'est hyper versatile en fait, les haricots blancs, et vraiment j'adore ça. J'adore le goût que ça a, c'est hyper crémeux. Et les haricots noirs aussi, j'adore. Ouais. Donc ce serait peut-être ça en fait, mes trucs doudous, c'est les haricots blancs. Donc ça. Sinon, j'aime bien faire des currys. Parce que c'est pareil, c'est un truc réconfortant, c'est chaleureux, c'est pas du tout compliqué à faire, ça prend pas 50 ans à cuisiner. Donc curry plutôt du coup l'hiver en fait, parce que j'en ai déjà ras-le-bol des courges, tu vois, ça y est, ça commence à me faire déjà plaisir. Alors j'en ai pas beaucoup acheté, hein. Mais courges potimarron, butternut ou patates douces, curry l'hiver comme ça, tu vois, hyper simple à faire. Tu fous ça au four ou dans une marmite et puis tu laisses ça attendrir et puis tu sors et puis c'est bon quoi, avec ton lait de coco. Donc ouais, je dirais ça. Et quand tu cuisines, quelle est la bande son en fait ? Est-ce que tu écoutes quelque chose de la radio, de la musique, des podcasts ? Est-ce que tu discutes ? Est-ce que tu travailles en silence ? Alors si je discute en cuisine, c'est la cata assurée. Je n'arrive pas. Alors, autant je peux faire plein de trucs en même temps que discuter, autant la cuisine. Mais mon Dieu quoi. La dernière fois que j'ai cuisiné en discutant, c'était chez mes parents pour les fêtes de fin d'année. Et ma mère était en cuisine avec moi. C'est moi qui faisais à manger. Et je parlais avec elle pendant que je préparais, je sais plus quoi, peut-être des lasagnes aux champignons et épinards et chèvres, ce que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Je crois que c'est ça, et je me suis gourée sur 3 trucs, mais genre, j'ai oublié de mettre le machin, le X avant Y, je me suis tombée sur la quantité de Z, enfin j'ai fait mais n'importe quoi. Donc j'étais là genre, à chaque fois que je me retournais, je faisais « Oh, j'ai oublié ça », parce que je parlais avec ma mère. Donc je parle pas en cuisine, si des potes viennent, j'ai pas du tout une cuisine ouverte, la cuisine est au bout du couloir, donc elle est éloignée du salon, comme tu peux le constater, nous sommes chez moi. Et du coup, c'est un peu, voilà, quand t'as sur des potes et tout, c'est chiant d'être en cuisine pendant 2 heures, donc t'as toujours une copine ou un ami qui vient boire un verre de pif avec toi pendant que tu cuisines, et j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc j'ai parfois, très rarement, j'écoute des podcasts en cuisine, mais c'est pareil en fait, je dois toujours rembobiner parce que j'ai fini par plus écouter. En fait, la cuisine pour moi c'est un moyen justement de ne penser à rien du tout, à me vider complètement l'esprit, comme le jardinage pour d'autres ou le bricolage, tu vois, ou le sport pour certains et certaines. Et moi c'est la cuisine, je ne pense à rien et ça me fait un bien fou. C'est ma méditation à moi, quoi, tu vois. J'arrive pas à méditer, hein, c'est impossible de rester assise, j'arrive pas. Donc je fais un truc. Je suis concentrée sur la recette à suivre, s'il y a une recette, ou bien je fais mon truc à moi si c'est dans ma tête. Mais même la musique, en fait. Hier, j'ai fait des lasagnes donc, aux champignons, chèvre épinards. Et mon mec n'était pas encore rentré du travail. Je me suis mise en cuisine tout de suite, dans le silence le plus total et monacal. et j'étais... Voilà. Et j'ai hésité à mettre de la musique en podcast. Vraiment, je me dis, tiens, j'ai plein de trucs en retard à écouter. Enfin, en retard. Et en fait, non. Et donc, vraiment, le silence... Et le bruit de... Ça t'a fait du bien. Bah ouais, puis le bruit des champignons que tu découpes sur la planche à découper en bois, le rissolement de l'huile d'olive, et tout. Enfin... Oui, t'as pas besoin de... En fait, t'as déjà de une compagnie, bande-son. T'as une bande-son quand tu cuisines, quoi. Mais comme quand tu jardines ou quoi, tu vois, tu... Donc, non, j'aime bien le silence. Au contraire, ça me... La musique, ça va peut-être me perturber, ça va m'énerver, en fait. J'ai besoin d'être un peu en moi aussi. Alors maintenant, 2 questions sur les restaurants. Est-ce qu'il y a un resto qui serait le resto de ta vie, donc ton resto préféré de tous les temps ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, enfin que tu rêves où tu rêves d'aller ?
Bah, Dominique Crène, hein, évidemment, j'aimerais bien aller à San Francisco dans ses restaurants. Ça me fait rêver, vraiment, j'adorais. Mais aussi parce que c'est elle, en fait, je n'arrive pas à séparer, tu vois, l'art, tu vois, l'œuvre de l'artiste. Donc, je ne vais pas rêver d'aller chez des chefs violents ou violentes. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est pas parce que la bouffe a l'air incroyable que je vais leur donner 300 € et voilà. Chez Dominique Crène, c'est mon rêve. Parce que c'est elle, et parce que j'espère secrètement qu'elle sera là et qu'on pourra discuter. Après, c'est des trucs classiques. Il y a des petits restos siciliens que tu vois dans les documentaires Netflix où tu te dis genre, ah, ça a l'air trop bon, mais c'est moins inaccessible en fait. Sauf quand il y a le Covid, voilà, et que tu devais aller en Sicile l'année dernière et que tu n'as pas pu y aller. Non, Dominique Crène, et sinon, un resto que j'adore, il y en a plein que j'aime beaucoup... C'est compliqué de donner un seul. Tu peux en donner 2, allez, 3. En fait, en resto de tous les jours, parce que c'est bon. Et après, c'est compliqué parce que c'est des restos que j'aime, pas que pour la bouffe. C'est parce que j'ai des copains qui y travaillent ou que j'aime l'ambiance, tu vois. Et que j'y vais parce que c'est les copains ou parce que derrière le bar je connais le mec ou la nana qui bosse et que je sais que je vais pouvoir discuter parce que j'adore manger toute seule. J'apprécie 1000 fois plus la bouffe quand je suis toute seule, quand chez quelqu'un, parce que tu vois, tu vas c'est rare ça. Ah ouais, bah, j'ai l'impression. Ah ouais, putain, je pensais pas, parce que je me dis que quand il y a quelqu'un, bah tu papotes, tu discutes, et du coup tu bouffes, c'est bon, mais voilà. Quand je suis seule, je ne parle pas pendant que je mange, ou alors je parle un peu avec la personne qui est derrière le comptoir ou qui est en salle. Mais c'est tranquille pour profiter du... Ah bah ouais, moi c'est mon plus grand kiff, c'est de manger au resto toute seule, quoi. Autant j'adore faire des bouffes entre potes, mais quand je vais dans un resto où je sais que la bouffe est excellente, je vais y aller toute seule souvent. De façon super égoïste et super personnelle. Non, dans les restos de tous les jours qui sont accessibles, on va dire, voilà, où t'économises pas pour y aller, bah pareil, 11e, j'adore le café du coin, voilà, qui est au métro Voltaire. Le midi, très bon rapport qualité-prix, c'est hyper bon. Le soir, il y a plein de petites assiettes et tout, c'est trop chouette. Et puis c'est une super ambiance en fait. Ça s'appelle vraiment pas le café du coin pour rien, c'est un zinc, table en formica. Il y a des gens de vraiment tous les âges qui viennent, de tous les milieux qui viennent. C'est pas du tout un truc d'entre-soi, bobo, trentenaire au quadrat du 11e. Je me souviens d'un soir où... j'étais au comptoir comme un gros pilier de bar là, avec mon verre de pif, et puis il y a 4 petits vieux et petites vieilles vraiment âgés qui viennent, tu vois, et qui sont pas du tout sentis impressionnés par l'endroit. Et je déteste les restaurants où t'as l'impression de pas être à ta place et de pas avoir les codes et qu'il y a des trucs tellement chelous à la carte que tu te dis bah c'est pas fait pour moi, parce que si je peux même pas comprendre ce qu'il y a à la carte avec de la bonite, du pourpier, du yuzu et tout, de la puntarelle, tu vois. Non mais c'est vrai, faut le dire, en fait, c'est hyper impressionnant. Il y a des trucs où t'oses pas aller, ou parce que tu te dis, en fait, je suis intimidée. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, parce que de toute façon, je vais devoir demander au serveur ou à la serveuse de m'expliquer absolument toute la carte, parce que je ne comprends rien, et je vais me sentir humiliée, en fait. Alors que c'est un très bon point, ça. Ben ouais, mais tu vois, c'est hyper classiste, en fait. C'est un vrai problème de classe, quoi. Et de code, de bagage culturel, d'habitus, comme dirait Bourdieu. Et alors que oui, le serveur, la serveuse, c'est son métier, en fait, d'expliquer la carte, donc il ou elle le fait avec plaisir, hein. Mais c'est vrai que ça peut être très impressionnant. Et moi, je me sentais pas bien au début, quand j'ai commencé à aller dans des restos comme ça. Vraiment, je me sentais un peu comme une merde, hein. Je me suis dit, mais tu comprends même pas ce qu'il y a à la carte, tu vas même pas oser poser des questions, parce que tu vas te dire, ah, si je demande ce que c'est du yuzu, la personne va savoir que je suis pas censée être là, en fait. Que je suis un imposteur, quoi. C'est ça, je serais démasquée. Exactement, c'est ça, démasqué. Genre, je fais semblant que je suis à l'aise dans ce resto, mais en fait, je suis pas du tout à l'aise. Et donc, le café du coin, j'aime beaucoup, mais comme la Vierge de la Réunion, dans le 20e, qui, pareil, meilleur rapport qualité-prix le midi, c'est incroyable, c'est super bon. Et on se sent bien, l'équipe, le staff est super cool. En resto, après, en fait, j'en ai plein, c'est horrible, parce que là, je te dis ça, mais j'en ai plein, je me dis, ah bah non, mais il y en a un paquet, en fait. Il y a plein de restos italiens que j'adore. Bon, voilà, on va dire, pour une bouffe midi, machin, ou soir, petite assiette, ça, j'aime beaucoup. Et après, c'est vrai que gamme de prix un peu plus élevée, j'adore Jones. Oui. J'adore. Mais voilà, c'est pareil, j'ai des copains là-bas et des copines, donc c'est toujours biaisé, quoi. Mais c'est vrai que la bouffe est toujours exceptionnelle. Je suis toujours surprise. Et c'est ça que j'adore. Le café du coin, c'est moins surprenant, même si c'est très très bon. Mais j'y vais pas pour être méga surprise, j'y vais parce que voilà, c'est réconfortant et je sais que ce sera bon et que je vais découvrir des choses, hein, des assaisonnements, etc.
Mais Jones, je sais que... Et là, ils ont changé de chef, du coup, avant le confinement. C'était Harry Vidler qui était... Là, c'est Alex qui travaille là-bas. Enfin bon, là, c'est fermé, évidemment, mais... Et Harry est un mec très jeune et avec un talent fou. Et c'était toujours dingo, quoi. Vraiment. Et Alex, franchement, il fait pas moins bien, quoi. C'est vraiment, à chaque fois que j'y allais ou que j'y vais, enfin bref, que j'y allais, du coup, j'étais toujours, mais étonnée, surprise, à chercher ce que c'est, ce truc, ce goût, c'est quoi en plus. Enfin, vraiment, c'est très, très, très bon. Et puis, les équipes sont adorables, quoi. Ma copine Chloé, enfin mon amie Chloé, qui est devenue la manageuse du resto, qui est en service en salle. Damien, qui est le sommelier, vraiment, c'est des gens super passionnés, qui aiment les gens, qui aiment parler de bouffe et de vin, j'adore. Donc il y a ça, et en plus haut de gamme, encore plus haut de gamme, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'étoilés dans ma vie, mais j'avoue que Septime, ça reste quand même pareil, en fait. Ouais. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai besoin d'être surprise. En fait, j'ai pas envie de me faire chier au resto. Quand je dépense beaucoup de sous dans un resto, alors je dépense jamais énormément parce que je sais pas si on a parlé, parce que je sais pas si on en a parlé sans être enregistré ou dans ce podcast, mais jamais je dépenserai 300 balles pour aller bouffer dans un restaurant, par principe. Donc je dépense pas 300 € par tête, en fait. Mais si je me fais plaisir et que je dépense une centaine d'euros dans un restaurant, je veux être surprise, je veux manger des trucs que je mangerais pas ailleurs, que je remangerais sûrement pas ailleurs, que j'ai jamais mangé. Et pareil, me prendre la tête à me dire, attends, ce goût, c'est quoi ? C'est dingue, mais attends, ça me dit un truc. Et qu'on m'explique, comment dire, que ça soit pas snob, parce qu'on va pas m'expliquer la vie, en fait, mais qu'on va m'expliquer avec plaisir comment ça a été fait. Et que je sais d'où viennent les produits, et que c'est fait avec respect, je l'espère pour les humains. En tout cas pour les produits, mais les deux sont indissociables à mon sens. Donc c'est vrai que Septime, j'ai mangé dans des restos de la même gamme de prix et j'ai rarement retrouvé quand même ce kiff. Ouais, c'est vraiment très très bon. Et puis, mais c'est pareil, je connais aussi des gens qui travaillent là-bas, donc j'y vais aussi parce que je vais pouvoir discuter avec le serveur, la serveuse, le barman. Et que c'est vraiment, ça c'est cool, quoi. Donc après, tu vois, là, j'en oublie plein, mais parce qu'il y a plein de restos italiens que j'adore, pareil, qui sont accessibles. En fait, j'ai ma liste, parce que j'ai toujours des potes, évidemment, qui me disent « Ah tiens, t'as pas un resto dans le coin à tel budget pour emmener mes parents, ou bien pour emmener ma meuf, ou tu vois, ou pour emmener des ados. » Donc j'ai toujours ma liste de trucs. Alors si t'as tel budget, t'as ça, le soir c'est plutôt ça, machin. Mais je me rends compte que je viens de citer que des restos où il y a des mecs, en fait. C'est horrible. Non, mais c'est affreux parce que, après, c'est le biais du quartier, des habitudes que j'ai prises, en fait. Et mes habitudes... Alors, il y a des femmes qui travaillent dans ces cuisines-là, hein, évidemment, mais les boss de ces établissements sont des hommes. Voilà. D'ailleurs, c'est le même pour Jones, c'est le café du coin, hein, c'est Florent Ciccoli. Mais j'ai eu des émotions dingues dans plein d'autres restos, et où je vais avec plaisir. L'Osteria Ferrara, ce resto italien incroyable, c'est pareil, ça c'est un resto... J'adore ce resto, quoi. Ça c'est pareil, c'est d'une beauté, en plus la salle est d'une beauté. Oh, mon Dieu, quoi. Ouais, très très bon italien. Et Il Baccaro, pardon, je suis désolée, j'en cite 50. Il 11e aussi, c'est surprenant. Voilà, Il Baccaro, que j'adore, et qui est tenu par une chef. Une italienne, et vu que je suis nulle en nom, j'oublie toujours les noms des gens, en fait. Quand j'y vais pas 50 fois, que je les croise pas 50 fois, j'oublie. Donc je suis désolée. En plus, elle est à l'école comestible aussi. Il Baccaro, petit resto, faut réserver, c'est petit. Je crois qu'elle vient du nord de l'Italie, la chef. Et c'est fou, c'est hyper abordable en termes de prix. Et quantité, on est chez des Italiens, Italiennes qui te donnent la quantité. Tu n'as pas faim en sortant. C'est pas 4 pauvres spaghettis dans une assiette, quoi. C'est réconfortant, c'est bon. Tu vois, si je me souviens ce que j'avais mangé, des raviolis. Enfin, des raviolis au potimarron avec du beurre de sauge. Et j'étais avec mes beaux-parents. Et c'était tellement bon. Et j'ai tellement faim en y pensant. Le beurre de sauge. Ouais, j'en ai donné plein. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais c'est chouette. C'est juste qu'en fait, je vais retourner dans un resto parce que j'aime les gens qui y travaillent. Ouais. Aussi. Et que je vais être surprise par la bouffe dans mon assiette. Nora, dernière question de cette interview.
À quelle femme est-ce que tu passes le relais du podcast Girls in Food? Qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode? Eh bien, je voudrais entendre Elisabeth de Bourse, Mmh, qui est la très bonne idée. créatrice de la newsletter Bouffe Mordant. Qui est Qui une newsletter est- exceptionnelle. Voilà, qui est co-créatrice du podcast Salade Tout, elle est belge, et nous venons d'apprendre C'est qu'elle devient Red Chef du fooding, et j'en ai des frissons tellement je suis heureuse pour elle et pour le fooding. Donc Elisabeth de Bourse, qui est une femme que je trouve pareil, brillante, très intelligente, très fine, et très sympa en plus, qui fourmille d'idées, qui a une plume que j'aime beaucoup lire, et qui est très consciente de tous les enjeux transversaux de l'alimentation, que ce soit environnement, race, classe, genre, Mm. et qui a comme moi une passion pour, on en a parlé, mais pour le food writing à l'anglo-américaine, quoi, Ouais. dont on manque encore en France, justement, qui regroupe tous ces enjeux-là, et qui peut écrire 15 000 signes sur une olive, quoi, mais en prenant en compte l'histoire, Ouais, le genre, la c'est- classe, la race, plein de choses. Et j'admire beaucoup pour ça, donc ouais, j'aimerais beaucoup l'entendre dans Girls in Food. Merci beaucoup, Nora Boisouni. Merci à toi. À bientôt. Un grand merci à Nora Boisouni pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.